Émission 932. Cette semaine, Absolute Batman de Zoo. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Oui. Même le Royal Rumble. Oui. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont en forme absolue. Ça, c'est le niveau. Là, c'est vraiment rendu au top. Je vous les présente à l'instant. Il est côté R pour resplendissant. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Hello. Des fois, là, je reviens dans mes vieilles amours. Je fais des références au VHS, mais il y en a eu beaucoup au fil des années. Fait que j'essaie de varier un peu. Je trouvais que celle-là était plutôt clever. Ouais, pas pire. Je me suis donné une petite tape dans le dos. Ouais. Ça va, Simon? Oui, ça va. Ouais. Je suis un peu... je pense que je suis fatigué aujourd'hui. Ça arrive, il y a des journées comme ça. Mais ça va bien. Ouais. Somme toute, on va bien. Oui. Somme toute, on est bien. On n'a pas à se plaindre. On essaye. Oui. Je peux-tu te parler d'un truc qui m'est arrivé en fin de semaine? Ben oui, vas-y. Puis on parle de l'ensemble de la culture populaire. Ouais. Mais ça, c'est l'ensemble. C'est la suite de la saga Benoît habite dans un appart un peu fucké. Oui. Ce week-end, je suis revenu d'une fête et je me suis aperçu que ma serrure à l'intérieur, là, que c'est pour accéder à mon appartement, elle était brisée. Elle tournait dans le vide. Fait que du coup, j'ai pensé que j'étais cambriolé, mais non, finalement, c'est la serrure comme telle qui est brisée. Okay. Et donc, j'ai dû appeler mon propriétaire. C'est toujours une chose qu'on aime faire. C'est ça. Puis là, en fait, c'est pas tant la serrure qui me faisait chier, c'est de devoir composer avec lui. Ouais. Donc, je l'ai appelé et en ce moment, pour plus de 2 mois, il est en Colombie. Sa femme vient de là-bas, fait je pense qu'il visite de la famille ou je sais pas quoi. Puis là, il faut que j'essaie de le pogner, fait que c'est super difficile d'avoir la ligne. Et quand je l'appelle, je dis, c'est ça, là, la serrure est pétée, il faudrait la réparer d'urgence, parce que moi, en plus, ce soir-là, j'avais un match de lutte dont je vais pouvoir parler tantôt. Vous inquiétez-vous pas, je n'étais pas dans le match de lutte, mais j'ai assisté à un match de lutte. Fait que là, il va falloir que ça soit réparé d'urgence. Fait que, écoute, tu payeras ça, puis je te rembourse, le kit. Là-dessus, je suis pas inquiet, là. Je pensais qu'elle allait le faire. Fait que je commence à magasiner, et il y a une personne que je finis par rejoindre, elle me dit, ouais, ça va être 500$. Holy shit. C'est comme tabarnak. Je m'attendais à un genre 200, 250, maximum $300. Ouais. 500$, j'ai l'impression que je me fais fourrer. Mais là, je fais le calcul. C'est à peu près ça, j'imagine, parce que c'est en urgence. Mais tu sais, il faut que j'ai l'approbation de mon propriétaire parce que je peux pas imposer un 500$ comme ça. Puis bon. Et là, je l'appelle. Là, évidemment, c'est à ce moment-là où je suis pas capable d'avoir la ligne pour la Colombie. Là, je commence à stresser. Là, j'ai la lutte qui s'en vient de plus en plus rapidement, puis je veux pas la manquer. J'ai payé des billets pour ça, j'ai hâte d'y aller, j'ai des amis qui sont supposés me rencontrer là-bas. Et finalement, j'ai réussi il finit par me rappeler, j'ai envoyé un message d'un texto. Et, tu sais, je dis pas que c'est facile d'être propriétaire, parce que je suis sûr qu'il y en a qui le méritent, leur job de propriétaire. Là, j'ai été gaslighté. Parce que je ne voulais pas attendre, moi, lundi, pour que ma serrure de porte soit réparée. C'était moi qui étais le responsable de faire payer à mon pauvre propriétaire ce 500$ non prévu. Et j'étais comme le niveau de gymnastique cognitive dans lequel il fallait qu'il pense pour essayer de me justifier que c'était de ma faute parce que je ne voulais pas attendre lundi. Ouais. Où j'ai dit au final, tu sais, man, si on attend, de toute façon, tu vas économiser quoi? 100$? La barrure, c'est ça. Le service, c'est ça. Tu vas économiser 100$. Tu es vraiment en train de m'ostiner pour 100$. C'est pas parce que je m'en vais avoir une vie que tu payes ce montant-là. Qui est gros, je l'admets. C'est parce que ton serrure est là pendant plus de 30 ans et tu l'as jamais remplacé. T'sais. Fait que finalement, je me suis arrangé le premier loyer de mon nouveau bail parce qu'il va falloir le rembourser, éventuellement le renouveler, ce bail-là. Je vais payer la différence. Fait qu'il y a déjà un 500$ sur ce Christy de loyer-là qui est payé. Je m'attendais pas à payer 500$. Je pense que je l'aurais mis ailleurs. Mais je me suis rendu compte à quel point ça me génère du fucking stress. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois que je dois l'appeler, il est pas méchant, mais il est comme beaucoup dans le gaslighting. Puis ça me prend... écoute, j'étais à la lutte, je pensais juste à ça. Non. J'étais pas capable de décrocher. Mais ça a été ça. Puis après, je me suis même posé la question, moi qui se questionne beaucoup, à savoir est-ce que je suis correct ou pas. C'est-tu vrai que finalement, j'aurais pu attendre 2 jours? Mais en même temps, Chris, c'est le minimum. J'aurais pu travailler, ma mère a pas été à l'hôpital. J'ai pas à justifier qu'est-ce que je m'en vais faire pour que ta
ta porte soit barrée et en sécurité chez vous. C'est-tu moi qui capote? Pense pas. Non. Non. Je sais pas. Je pense pas, non. Je vais se poser la question après. Là. Ouais. J'étais comme, peut-être, mais en même temps, là, la vie fait que, tu sais, je veux dire, j'avais des obligations. Je m'étais engagé à quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est plate, là, mais bon. Fait que je sais pas, ben@mystérieuxétonnants.com, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ma tranche de vie en commençant l'émission. Mais je trouve ça vraiment, en tout cas, hallucinant, puis il arrive tout le temps de quoi ici dans cet appart-là, mais... éventuellement, s'il y avait un logis, là, je pense que je suis prêt à partir. Là. J'ai donné. Là. Je vais payer une couple de 100 piastres de plus par mois là, juste pour me débarrasser. Je pense que j'ai donné. Ça affecte énormément ma qualité de vie. Ce qui va remonter, par contre, notre qualité de vie à toi et à moi, Simon, c'est quoi? Laurent Boutin qui s'en vient. Ah, ben oui. Ouais. Fait que c'est ça. Puis je veux remercier aussi les auditeurs, auditrices, parce qu'on a eu quand même une bonne réaction la semaine passée, ou il y a 2 semaines, quand on a annoncé un peu la nouvelle formule, qu'à chaque 2 semaines, l'équipe va être ici au complet. Puis sur l'autre semaine, on va avoir, et là, ça c'est évident cette semaine, on attend Laurent, puis Johan n'est pas là jusqu'au mois de mars, mais ce qui est prévu comme étant la nouvelle formule. Puis sur l'autre, il y a eu d'entrevues, donc je pense que ça a été bien accueilli. Je pense qu'on va rester dans cette formule-là pour un bout, tant que je peux stuffer. Puis j'ai déjà mon entrevue pour la semaine prochaine d'enregistrer. Il reste à la montée. Puis ça va être cool. Une belle rencontre. Puis j'en ai d'autres qui s'en viennent. Il n'y a pas de spoiler. Ah oui, je peux le dire. En fait, tu connais notre ami Rémi Fréchette, avec qui je fais le podcast Bifurcation pour les abonnés Patreon des Mystérieux Étonnants. Ben, Rémi vient de réaliser pour le compte de Radio-Canada, un podcast qui s'appelle Mythe ou Mystère. Et c'est animé par un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles-Antoine Desgranges. Il est super drôle sur Instagram. Il imite souvent sa mère. Là, comme une mère des 90s, un peu evil, mais dans la discipline un peu. Il me fait beaucoup rire. Puis c'est lui l'animateur du podcast que Rémi a réalisé pour le compte de Radio-Can. Fait qu'ils sont venus au podcast, puis on a parlé de ça pendant 1 heure. Cool. Du podcast, mais aussi de ce qui est... de la vie. De la vie, du mystère. C'est ça le podcast. C'est comme ça qu'on pod. Fait que pour la semaine prochaine, il va y avoir ça au menu. Ça va être bien cool. Puis je vais préparer un prochain sujet. Puis tantôt, d'ailleurs, je vais vous lire des suggestions que les auditeurs m'ont envoyées. On a même des speak pipes par rapport à ça. Donc, ça a super bien réagi. Encore une fois, si vous avez une suggestion de sujet pour l'émission, celle sur... Moi, je suis tout seul. Vous pouvez m'écrire à ben@mystérieuxétonnants.com ou envoyer un courriel ou envoyer un message vocal à partir de notre SpeakPipe. L'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Donc, ça peut être par là. On va en écouter tantôt. Mais j'ai envie de commencer avec toi, Simon. Oui. Commençons avec toi. Ouais. Là, moi, je me dis, la nouvelle formule, est-ce qu'elle est propice aux jingles ou les jingles sont dans le chemin? C'est une bonne question parce que je pense la dernière fois, il n'y en avait pas. Hein. Il n'y en avait pas. C'était comme le flow était plus naturel. Ouais, puis j'ai eu comme commentaire, c'est nice la nouvelle formule, mais j'étais comme, c'est la formule qu'on a toujours employée. C'est juste que là, cette semaine-là, on n'avait pas fait de sujet à la fin. Puis j'ai pas mis de jingle. Fait que je me dis, peut-être qu'on pourrait les mettre de côté. On peut essayer. On peut essayer. Ouais. Peut-être que ça brise moins le flow. Puis on verra peut-être. si les gens ils veulent avoir les jingles. Mais ils sont dans mon iPad. Ou on peut s'en servir pour des raisons spécifiques. Très spécifiques. Mettons, tu as une news des X-Men vraiment importante. Là, tu mets le corps avant, puis on fait ça. OK. C'est bon, on va commencer les nouvelles avec toi cette semaine. Moi... Je ramène un espèce de segment que je faisais qui est les sorties Blu-ray de la semaine. Mais là, je le change un peu. Ça va être plus express. Express? Je rentre pas dans les détails. Okay. Puis, j'essaie de me concentrer plus sur le 4K parce que là, on est rendu là. Évidemment, des fois, il y a des sorties Blu-ray qui peuvent être plus... qu'il y a juste une sortie Blu-ray. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, les 4K, c'est pas sur Blu-ray. C'est quoi le format? C'est un Blu-ray, mais c'est ça. C'est plus de pixels. OK. Oui, ça je m'en doute. Mais donc, c'est les sorties Blu-ray 4K de la semaine. Exactement. Version express. Mais évidemment, quand c'est en 4K, souvent, ça vient avec le Blu-ray normal. Fait que vous êtes correct. Là, si vous n'avez pas... de lecteur 4K. C'est ça. Si vous êtes encore sur le DVD, je sais pas. Moi, je juge pas. Non, c'est juste que je pense aux sorties que je parle. Je sais pas s'ils ont toutes des versions DVD. Des fois, il y en a. Des fois, il y en a, Parce que j'apprécie une bonne plongée dans l'espèce de bin au Pharmaprix. Des fois, tu as des petits trésors là-dedans. Ça fait longtemps que j'ai regardé, je vais t'avouer. Ouais. C'est partie de mes petits plaisirs.
Moi, d'ailleurs, cette semaine, en fin de semaine, j'ai un peu continué à numériser des VHS que j'ai chez nous. Là, j'étais dans la catégorie Special Interest, là, les vidéos éducatives ou... puis j'avais une cassette qui était CN, dans le sens le Canadian Railroad, whatever. Quelque chose, hein? Saint-Hyacinthe. Puis là, je mets la cassette. Puis là, c'est juste comme quelqu'un qui... C'est une production officielle, peut-être pas du CN, mais d'une compagnie de vidéo. Je me souviens plus du nom. Puis là, tu vois un train du CN arriver à Saint-Hyacinthe. Puis il y a quelqu'un qui filme ça. Puis là, c'est de même pendant 1 heure. C'est juste ça? C'est juste le train qui arrive. Puis qui repart. Fait que c'est même pas comme un vidéo. Il y a personne qui parle, il y a pas de musique, c'est vraiment juste le son du train. Ah, c'est du ASMR de train. Un peu. C'est donc bien spécial. Ouais, je trouvais ça bizarre que, tu sais, pourquoi ça... D'après moi, l'équipe marketing avait du budget à fond avant la fin de l'année, puis ils savaient pas où le mettre. Ben, clairement, c'est quelque chose de plus interne, là. Ouais. Il doit avoir ça pour tous les ports ou les quais de débarquement. Puis t'avais-tu l'impression que c'était filmé d'une manière instructive ou éducative? Non, c'était filmé d'une façon très amateur. OK, c'est que c'est même pas genre mettez pas votre main sur les rails. Là. Non, absolument rien. Le logo au début, puis là, un train pendant 1 heure. Pas le même, là, c'est tout le temps comme... Ouais. Puis à la fin, ça finit. Il n'y a pas de générique, il y a juste comme le logo de la compagnie encore. Puis ça dure combien de temps? 1 heure. Ça doit être... J'imagine que ça a été utilisé pour... comment ça? Tu sais, mettons, comme tu vas dans des showrooms, des shows où est-ce que tu vas présenter tes produits, parce que le CN, c'est pas gouvernemental. Là, non, mais c'est ça. C'est comme une image de background, mais en même temps, c'est tellement amateur. Mais bon, écoute, je sais pas. Ben à mysteryturner.com, ça avait une suggestion ou un speak pipe à propos il y en a qui ont des nouvelles. Peut-être qu'il y a des gens, en fait, je serais pas. On a des chauffeurs d'autobus et des camionneurs beaucoup dans les auditeurs des mystérieux. On a peut-être des conducteurs de train. Hey, peut-être. Je serais vraiment curieux si on a des conducteurs de train. Ouais. Écrivez-nous. OK. Yes. Sinon, j'avais comme des cassettes de jonglerie. Ouais. Puis ça, c'est toujours le fun. Une madame qui parle de tarot. Ouais. Et dans la VHS, il y a des mini-cartes de tarot. Ça, je trouve ça cool. Hey, ça, c'est unique, ça. Comme... Ouais. Mais où t'as mis la main là-dessus? Écoute, des fois, c'est du monde qui m'ont donné ça. Des fois, c'est moi qui ai acheté ça. Mais c'est parce que ça traîne dans mes affaires. Ouais. Fait que là, je fais le ménage, puis je check. Fait que voilà. Tiré au tarot en fin de semaine. Ah ouais. Ouais. Puis j'étais un peu chaud, fait que j'étais agréablement surpris. Mais je sais que c'est juste de la projection mentale, mais c'était le fun. OK, bon. Ben, c'est ça pour les sorties. En fait, je fais tout le mois de janvier, les sorties qui m'intéressent ou qui peuvent intéresser plus les auditeurs. On commence avec Under Siege de 92, le meilleur Steven Seagal. C'est dans le temps qu'avant que son ego prenne toute la place. Ouais, ben son ego était déjà là. Mais il était pas aussi évident. Ouais, c'est ça. C'est Arrow Video qui sort ça, donc c'est une belle édition. On a... Et le 2 se passe sur un train. Oui, c'est vrai. Le lien, hein. Ouais. Sinon, Shout Factory avec leur sous-label qui s'appelle HK Classic pour Hong Kong. 2 films de John Woo qui sont sortis en fait. Bullet in the Head de 90 et Once a Thief. Les deux. Once a Thief, il y a Chow Yun-Fat, l'autre, je me souviens pas. J'ai pas vu aucun des deux. Je sais que Once a Thief, il y a un peu de comédie dedans, fait que puis peu d'action, il y en a qui est spectaculaire, mais par contre Bullet in the Head, ça a l'air que c'est vraiment bon et j'attendais le 4K pour pouvoir l'écouter, fait que je vais l'écouter dans les prochaines semaines. Sinon, il y a Kino Lorber qui sort les Pink Panther, les Panthères Roses. Comme un coffret complet de toutes les Pink Panthers. Il est sorti séparément. Peut-être qu'il y a une façon d'acheter le coffret, mais t'as les 4 principaux, en fait. T'as Pink Panther, t'as A Shot in the Dark, Pink Panther Strikes Again et Revenge of the Pink Panther. Donc, 3. Parce que je sais qu'il y en a eu un autre après que, vu que Peter Sellers, qui joue l'inspecteur Clouseau, était décédé, il utilisait des scènes qu'il n'avait pas utilisées dans les autres films. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça. Puis, juste
pour le fun. Moi, j'ai réécouté The Pink Panther Strikes Again, puis c'est toujours aussi bon. Là. C'est drôle parce que les seules fois que je les ai écoutés, je pense que c'est jeune, je me demandais pourquoi il n'y avait pas la Panthère Rose dans les films, puis j'ai trouvé ça plate, mais je serais curieux de les réécouter avec un regard d'adulte. Ouais, parce que la Panthère Rose, dans le fond, c'est un diamant. C'est un diamant, exact. Mais il y a le cartoon dans qui ouvre le film. Fait que c'est comme... OK. Puis nous autres, on avait eu un cartoon à la TV, je pense. Oui. Ouais. Sinon, Arrow Video sort aussi Snake on a Plane. Ah ben, écoute, ça fait combien de temps qu'il est sorti ce film-là? Au moins une vingtaine d'années? Facile. C'est un classique. Ouais, je sais pas. Hein. Sinon, on a un giallo de Sergio Martino qui sort sur Arrow qui s'appelle Torso. Et aussi un film très culte qui enfin a une bonne édition. C'est le film Ladies and Gentlemen de Fabulous Stains qui met en vedette une jeune Diane Lane en chanteuse de groupe punk en 1982 et ça sort chez Fun City Edition. Et sinon, j'ai juste remarqué aussi qu'il y a un direct en vidéo qui sort qui s'appelle Exit Protocol avec Dolph Lundgren et Michael J. White. Avec Michael J. White. Ils font encore des films tous les semaines. Là, je pense qu'il y en a un nouveau. Mais il y a comme, on le sait pas, mais il y a ce milieu, tu sais, comme de films poches d'action qui met en vedette beaucoup des stars des années 80. Ben toi, tu le sais, mais je parle en général. 80-90, de ces vieilles vedettes-là qui... Mais il y a un craving, il y a vraiment des gens qui trippent là-dessus. Il y en a. Ouais. Je me souviens, il y a 10 ans, quand je travaillais pour Fantasia, il y avait des... Oui, un peu moins de 10 ans, mais il y avait des gens qu'on invitait, parce que Éric Boisvert, qui était un des programmateurs de la section Action, il me parlait de toute cette espèce de para-milieu, qui n'est pas le milieu mainstream, qui font des films d'action, là, mais vraiment très, très cheap. Petit budget, mais... Ils vont tourner ça en Europe de l'Est. Exactement. Là, puis, ils ont des tax breaks, puis... Ouais, ça marche. Ouais. Ça lève. Ouais, Vous trouvez le bon sweet spot. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, c'était ça. Excellent. Tu veux-tu y aller avec les courriels des auditeurs? Ouais. Parce qu'il y en a au moins 2, puis j'ai des messages vocaux aussi après. On va commencer par premier courriel, de Mathieu Piché. Il dit « Salut Ben ». Mathieu, d'ailleurs, nous répond à la question que j'ai posée il y a 2 semaines, à savoir quel sujet voudriez-vous qu'on traite sur la 2e semaine des Mystérieux Étonnants. Je sais que c'est loin, mais je réitère mon invitation à venir virer en Gaspésie. Il y a un BDS assez intéressant, plus old school, qui fait tout à la main, aquarelle et tout, sans utiliser de numérique. Il habite à environ 30 minutes de la maison. Il se nomme François Miville-Deschênes. Il a fait Zaroff, Reconquête, etc. Il est assez accessible. Je pense que ça pourrait faire un bel entretien. On pourrait te recevoir dans un appartement à toi. À la maison est divisée en 2, sa maison à lui. Et je pourrais te servir de chauffeur pendant le séjour. Parce que moi, je vous le rappelle, je ne conduis pas, malheureusement, ou heureusement pour le public. Il y a plusieurs éléments plus complexes pour toi, mais sache que si tu as l'intérêt, ça ferait super plaisir de faire, excuse-moi, si j'ai de la misère à lire puis parler en même temps, ce serait super plaisir de faire ça pour les Mystérieux Étonnants. C'est bien peu cher payé pour toutes les années d'accompagnement dans les rénovations, la vaisselle, les transports, etc. Longue vie mystérieux. Merci Mathieu. C'est quand même beaucoup de route, je pense, pour aller interviewer quelqu'un. Mais si éventuellement je me retrouve dans le coin de la Gaspésie, je te ferai signe. Je sais que Jake, notre ami Jake qui participe à l'émission, est déjà passé par chez lui, puis il avait été super bien reçu. Donc c'est noté. On verra. Mais ça fait super longtemps. La dernière fois que je suis allé à Gaspé, en Gaspésie, j'étais allé à Gaspé et j'ai failli me noyer, en fait. J'ai été happé par une vague alors qu'on essayait d'aller voir le fameux trou du rocher percé. Puis comme un con, j'ai glissé. En fait, il y a une vague qui m'a pris, puis j'ai vraiment été amené, pas très loin, mais j'ai vraiment eu la chienne. C'est un inconnu qui m'a pris par le collet. Donc, deuxième message, cette fois-ci de Steven Ouellette. Salut Ben, super idée d'alterner entre un show régulier et un show d'entrevue. C'est le fun d'avoir toute l'équipe autour de la table et tu es très bon en entrevue, donc c'est gagnant-gagnant pour nous. Tu as demandé des suggestions d'invités, donc voici quelques idées que j'ai eues. Max Lafrenière ou Marc-André Brisebois, 2 cascadeurs montréalais qui travaillent sur des grosses productions américaines. Max a fait Ghostface dans Scream 6 et il semble que Guy Saint-Cyr a mentionné qu'il était ami avec lui dans un podcast. Oui, Guy Saint-Cyr qui faisait, on parle de film, Opération Beurre de Cinoche, le connaît, je crois. En tout cas, puis je pense qu'il a joué aussi
dans le film de Rémi Fréchette, Tie Man. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est vrai, je me souviens, je pense que l'acteur en question, le cascadeur en question, est dans la fameuse séquence qui se passe dans un bodega, un dépanneur, là, mais new-yorkais, dans Scream 6. Donc, Marc-André est passé récemment au podcast de Hugo Girard et c'était vraiment intéressant. Ariel Esteban Caillé est un Montréalais qui possède une compagnie de distribution de films asiatiques et je crois qu'il est programmeur pour certains festivals aussi. J'aimerais bien l'entendre parler de son métier. On a souvent réussi Ariel à l'émission dans le temps qu'il travaillait pour Fantasia. Puis il habite en fait en Asie depuis quelques années. Je pense qu'il s'est marié là-bas. Oui, je serais très intéressé. Je l'ai revu en fait. Ariel est revenu à Montréal quelques fois, puis j'ai eu l'occasion de le voir. Fait que c'est une bonne idée. Finalement, j'avais beaucoup aimé l'épisode où tu avais reçu un de tes amis qui travaille en sécurité informatique. C'était vraiment intéressant de l'entendre parler de sécurité. Ça pourrait bien de recevoir des gens de ce genre-là qui parlent de leur métier. Geek avec passion, merci. Ça, c'était de Steven Ouellet. Oui, je pense que Steven fait référence à mon ami Jean-Philippe Descaries-Mathieu, que j'avais reçu ici une semaine où il n'y avait personne de disponible. Puis, en fait, Jean-Philippe et moi, même quand on travaillait ensemble, on avait un podcast que j'ai plugué quelquefois ici à l'émission, qui n'existe plus, qui a été effacé. Là, ils ont laissé ça mourir. Puis on avait bien du plaisir parce qu'on se connaît. D'ailleurs, Jean-Philippe fait partie d'un podcast qui s'appelle Les Drôlistes. Et au podcast auquel je participe des fois, c'est du jeu de rôle où on déconne autour de jeux de rôle. Donc, merci pour les suggestions. Vraiment gentil. Je vais te laisser parler, puis on va retourner avec les messages vocaux par la suite. Si tu veux. Mais si vous voulez, encore une fois, faire des suggestions pour les Mystérieux Étonnants, pour la deuxième semaine, ou pour le show régulier, là, c'est possible aussi. Ben à mystérieuxétonnant.com pour des suggestions. Qu'est-ce que tu as d'autre? J'ai vu aujourd'hui que nouvelle concernant Riff Tracks. Oh! Ceux qui commentent les films, là, en exact. Les anciens de Mystery Science Theater 2000, qui ont leur propre site web où ils commentent des films, ils font des blagues, ils font du riff sur les films. Eh bien, ils ont annoncé aujourd'hui une nouvelle campagne Kickstarter pour financer un projet qui va faire beaucoup de plaisir à bien des fans de Mystery Science Theater parce que ils vont faire 4 nouveaux épisodes de Mystery Science Theater. Ah, ils vont revenir avec ce crew-là, parce qu'il y a eu plusieurs crews. Il y a eu le premier, l'inventeur du show, qui est Joel Robinson. Non, c'est le nom du personnage, en tout cas. Puis, à un moment donné, il y a eu Mike, qui est arrivé, qui l'a remplacé. Mais Mike travaillait pour le show depuis longtemps. Il était le head writer. C'est pas aussi le personnage principal du film, de la série, excusez-moi? C'est ça, de la deuxième partie de la série. Les 5 premières saisons, jusqu'au milieu, c'était Joel, puis après ça a été Mike. C'est ça, c'est 10 saisons qui avaient passé à Comedy Central, puis au Sci-Fi Channel. C'est ça, je vais essayer de résumer. Là, c'est très clair à date. Dans Mystery Science Theater, notre personnage principal est accompagné de 2 robots. 2 marionnettes. Et un de ces robots-là, c'est Tom Servo. Et lui, il y a eu 2 voix dans la première série. Un gars qui était là la première saison, puis après, ça a été Kevin Murphy, qui a été là jusqu'à la fin. Et il y a Crow T-Robot, qui lui était... c'était un autre qui faisait sa voix jusqu'à la saison 7, je pense que c'est même le film. Puis à la 8e, ça a été Bill Corbett. Là, ces 3-là, Bill Corbett, Kevin Murphy et Mike Nelson, vont faire 4 nouveaux épisodes. C'est cool, ça. Avec les marionnettes. Donc, ils refont un décor, ils vont tourner ça à la old school. Puis là, évidemment, ça peut être mélangeant parce que il y a eu déjà un retour de Mystery Science Theater. Avec Patton Oswalt. Oui, Patton Oswalt était là, Felicia Day. Qui est sur Netflix. Puis, c'était sur... c'est ça, c'était ramené sur Netflix. Après, ils ont eu leur propre... plateforme de diffusion qui s'appelait le Gizmoplex. Je pense que c'est comme les derniers épisodes, mais ça, je les ai pas vus. Puis ça, c'était la série avec Felicia Day et Patton Oswalt? Je pense qu'il est encore là, mais peut-être pas tout le temps. En tout cas, puis les voix des robots, c'était du Nouveau Monde aussi. Fait que là,
Je sais pas comment ça s'arrange, mais j'imagine qu'ils se comprennent là-dedans. Ouais. Mais en tant que fan old school, c'est vraiment le fun de revoir ces voix-là, les voix qu'on connaît plus pour les robots, puis de voir comment ça va être fait. Tu sais, c'est juste 4 épisodes, là, c'est pas grand-chose. Ouais. Puis en plus, le goal sur Kickstarter était genre un peu moins de 30 000. Puis genre, j'ai regardé, puis j'ai pledgé comme cet après-midi. Puis c'est sorti comme à récemment. Midi. Là. OK, c'est aujourd'hui que ça a été lancé. Puis là, quand j'ai pledgé, c'était déjà rendu à 500 000 là, de ramasser. Wow. Fait que je pense que les fans sont au rendez-vous. T'as-tu un petit perks qui vient avec ton pledge? Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai payé pour avoir le coffret Blu-ray quand ça va être sorti. Ouais. Fait que c'est ça. Ils n'ont pas dit c'était quoi les films encore, mais c'est, peu importe, là, des fois, le film, on s'en fout. Là, des fois, c'est juste les commentaires. C'est ça. C'est sûr que c'est le fun parce que ils m'ont fait découvrir beaucoup de mauvais cinéma, mais je suis bien open à n'importe quoi. Là. Fait que, j'avais particulièrement aimé leur version du Star Wars Holiday Special avec les pubs de l'époque. On a écouté souvent quand on était ensemble. Ah oui, c'était... Mais il y a une des phrases qui me fait tout le temps rire, c'est quand Lumpy, le fils de Chewie, parce que oui, Lumpy est dans le Christmas Special, il y a comme un zoom sur sa face, puis il fait son cri. Puis Puis là, il y a un des gars, je sais pas si c'est une des marionnettes ou l'acteur principal qui dit Lumpy est en train d'avoir un petit PTSD, mais le timing est excellent. Ça m'a fait tellement rire. Une excellente spéciale. Fait que vous pouvez checker ça. Ça va s'appeler Mystery Science Theater 3000 de Rift Rift Track Experiment. Excellent. Excellent. OK, on a 2 messages vocaux, Simon. Un qui est par rapport à ma requête d'avoir des sujets pour la prochaine mouture des Mystérieux, la prochaine recette. Puis l'autre, c'est un message de Martin à propos de ce que lui a lu récemment. Martin, qui est un grand lecteur des comic books des Mystérieux et aussi auditeur de longue date des Mystérieux. On va commencer avec le premier de Toggy. C'est des voix que vous allez reconnaître. Donc, allons-y avec Toggy. Salut les Mystérieux. Salut les autres. C'est Toggy. Je voulais d'abord souhaiter un joyeux 20e anniversaire aux Mystérieux. Bravo les Mystérieux. Dans un an, tu vas pouvoir aller voter ailleurs à l'international. Ha ha ha. Joke américain. Je voulais aussi féliciter Ben pour son effort de faire un pas de côté neuronal avec la nouvelle formule mouture. Ça a l'air vraiment génial. J'ai hâte de voir ça, puis c'est super cool. J'ai quelques suggestions de thèmes, dont Warhammer 40K. Je sais que ça sort des sentiers battus. Mais moi aussi, je fais des efforts. Sinon, des suggestions d'entrevue, je sais que tu en as parlé dans ton épisode. J'avais quelques personnes que je me demande. Je suis sûr que tu serais à l'aise à discuter avec eux. Là. Genre Skeletor, Brad Spitfire, bien sûr Benoît Laveur, Alex Mack, qui est encore en train de se mettre en liquide. Et puis, finalement, c'est sûr que il est tough à rejoindre avec tous ses déguisements, mais j'aimerais bien que Arsène Lupin soit dans les entrevues. Sinon, merci à tous de faire cette émission-là. C'est vraiment cool et ça égaye mes semaines. Au revoir. Au revoir. Merci, Toggy. Écoute, je vais le noter. Tu l'entends-tu, là? Voilà, c'est noté. Ouais. Merci beaucoup pour ta suggestion. Et bien sûr, Toggy, vous reconnaissez la voix. C'est lui qui faisait des chroniques sur Warhammer. Voilà. Prochain message vocal laissé sur notre SpeakPipe, c'est celui de Martin. Voyons ce qu'il y a à nous raconter. Hey, salut les LME, c'est Martin. Pour mon premier SpeakPipe de l'année, j'ai pas le choix. Je dois parler de Absolute Universe DC. Ça donne bien. C'est tellement bon. Je sais, j'avais dit à tout le monde que j'en reparlerais plus, mais j'ai pas le choix. C'est tellement bon, tellement dark, tellement tout... Que ce soit Batman qui kick un bébé comme un ballon de soccer, que ce soit Wonder Woman en sorcière qui vient de l'enfer. C'est vraiment bon. Mon préféré, c'est Martian Manhunter. C'est sûr. Je vous le conseille. Boudez pas votre plaisir. C'est tout. Bon 20e anniversaire LME. On se voit bientôt. Salut la gang!
Merci, Martin. Ben, tu vas être content, Martin, parce que là, d'un, tu t'entends à l'émission, mais aussi, c'est ça le sujet de la semaine. En fin d'émission, on parle de Absolute Batman de Zoo, le premier volume qui est sorti pour Batman dans cette nouvelle mouture, dans cette nouvelle série du côté DC Comics, qui est de Absolute Universe, un peu l'équivalent du Ultimate, mais version DC Comics, sauce DC Comics. Si vous voulez laisser aussi un message vocal pour les prochaines semaines, commentaires, suggestions, n'importe quoi, un truc que vous avez lu, que vous avez apprécié, un film que vous avez vu, que vous voulez suggérer à notre audience, le lien est dans le descriptif de l'épisode. La plateforme en question, ça s'appelle speakpipe.com, donc / mystérieux, si vous voulez laisser un message. Donc pendant, je pense un maximum d'1 minute et demie, vous pouvez laisser un message. Vous pouvez même vous réécouter avant. Je sais que c'était un petit peu intimidant, là, d'envoyer un message, mais c'est toujours intéressant de vous entendre participer à l'émission. Veux-tu continuer, mon cher Simon? Ah, je peux bien. OK. Ben, je vais y aller avec quelque chose que j'avais préparé pour l'autre épisode. Il y a 2 semaines, oui. Il y a 2 semaines, quand tu nous avais demandé, on va parler des choses que qu'on a vues. Durant les fêtes. Hein? C'est ça. Fait que là, j'ai vraiment trop d'affaires d'écrit. Mais là, je vais faire un petit segment sur... j'ai écouté 1, 2, 3, 4 films d'un certain réalisateur. Il s'appelle Chuck Vincent. Que nom de même, là. Je suis sûr que ça va être de qualité. Ben... Chuck Vincent, c'est un gars qui a fait surtout de la comédie folichonne et du porn. Ok, c'est ça, j'allais dire du cul. Ouais. Là, je vais pas vous parler de son porn. Non. Je vais vous parler de ses comédies folichonnes. C'est ça, je n'ai écouté 4. La première, c'est Wildest Dreams. Wildest Dreams. Et ça raconte l'histoire d'un gars... un genre de... Un petit geek qui travaille dans une shop d'antiquité qui, à un moment donné, se fait donner, ou en tout cas, il ramasse une lampe avec un génie dedans. Ah ben oui, comme il se doit quand on travaille dans un magasin d'antiquité. Et évidemment, là, la génie sort et... Laisse-moi deviner, il y a des rêves cochons. Ben, en fait, il faut qu'il... Il y a 3 souhaits, évidemment. Et ces souhaits, les 2 premiers, il les passe très rapidement. Dont un, c'est pour que la génie soit tout le temps en maillot. Fait qu'il gaspille son premier souhait là-dessus. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, il croit pas. Fait qu'il essaye, puis là, elle le fait, puis là... Mais tout le monde sait que le premier souhait qu'il faut que tu fasses, c'est d'avoir 1 million de souhaits. Voyons donc, maudit amateur. Je me souviens pas du 2e, mais je sais que ça passe bien vite. Fait que là, le 3e, il décide, OK, ben là, je vais essayer de trouver l'amour de ma vie. Puis là, il voit une fille, puis là, il dit, elle, je veux que ça soit la femme de ma vie. Puis là, évidemment, la génie fait OK, clac. Puis là, ben, finalement, il est comme pogné dans une relation avec une groupie de groupe rock qui est trop wild pour lui. Fait que là, après, il dit ça à la génie. Puis là, la génie, elle dit OK, ben. Puis là, il y a comme un twist du fait qu'elle peut exaucer son vœu tant qu'il n'est pas complété. OK. Fait que là, vu qu'il est pas en amour, il peut réessayer avec quelqu'un d'autre. C'est l'équivalent d'un CTRL Z pour le génie. Exact. Ouais, okay. Puis là, il fait ça plusieurs fois. Fait que là, c'est tout le temps des filles très typées. Genre, elle a l'air d'une femme d'affaires à son affaire. Mais là, elle est vraiment trop à son affaire. Fait que là, il pas ça. Ben oui. Puis évidemment, à un moment donné, il fait un vœu avec une fille. Puis elle a déjà un mari, mais c'est pas grave. Elle est en transe. Fait que là, elle sort avec. Oui, hein, en tout cas, c'est très niaiseux. Mais... le point fort, c'est qu'à un moment donné, il s'en va voir un show, puis un band punk qui joue, puis dans les paroles de la chanson, il y a A Cold Diary is a Dixie Cup. Puis ça, je trouvais ça... Wow, ça, c'est de la poésie, c'est moderne. Sinon, après, j'ai écouté un film qui s'appelle Sex Pot. Et ça, c'est une femme qui se marie avec des hommes riches et qui... meurt accidentellement, entre guillemets, à chaque fois. Puis la façon c'est fait, c'est qu'on suit elle, qui est un peu manipulatrice, mais aussi nunuche un peu. Puis il n'y a pas tant de choses à dire sur le film, à part que l'actrice principale, qui s'appelle Ruth Collins, vole vraiment le show. Elle est vraiment le fun à voir, parce que, tu sais...
pour jouer dans ce genre de film-là, faut que tu aies un genre de ton humoristique, drôle, mais un peu niaiseux. Tu te prends pas trop au sérieux. Ça marche, mais bon... Lui, es-tu dans le film, par contre, l'acteur dont tu viens de mentionner? Ou... tu veux dire le réalisateur? Non, ah oui, le réalisateur, excuse-moi. Non, il est pas dans celui-là. Okay. Mais tu vas voir, là, j'arrive à 2 autres de ces films qui sont plus poussés du côté méta. OK. Et Scream du cul. Là. Ben, ce qui fait que ces comédies folichonnes-là sont un petit peu plus hauts que la moyenne, même si la qualité est vraiment plus basse qu'une autre moyenne. Mais c'est ça. Là, j'ai écouté un film qu'il a fait qui s'appelle Student Affairs, qui est sorti en 87. Et tu regardes la pochette, là, ça a l'air être... C'est comme des écoliers là, qui sont à moitié déshabillés. C'est ça, tu dis, ça va être ça. Puis finalement, le film commence, puis non, on a une audition avec plein d'acteurs qui auditionnent pour jouer dans un film qui s'appelle Student Affairs. Et ils vont tous jouer dans un film à la Porky's, parce que c'est un film qui se passe dans une école secondaire, mais dans les années 50. Okay. Mais là, on est en 87. Fait que là, c'est plus le behind the scene de tout ça. Fait que là, c'est quand même méta. Oui, c'est quand même méta, puis... c'est ça, il y a comme le comment dire, t'apprécies être de voir un monde où ce monde-là travailler pour un film que tu t'as déjà vu, tu sais. Ce genre de film-là. On l'a tous déjà vu. C'est ça. Puis là, t'as comme des jokes par rapport à ça, mais aussi la qualité du film fait que tu peux rire du film aussi. Fait que tu peux rire avec eux et de eux. OK. Ben, c'est poche, mais l'idée est bonne. C'est ça. Puis il y a des bonnes affaires, mais tu sais, c'est ça. Puis là, tu sais, le personnage principal qui joue le nerd, finalement, c'est le gars avec le plus gros ego qui fait chier tout le monde. Il faut ses co-stars, puis là, il s'en calisse, puis évidemment, ça va le rattraper. T'as un producteur, pas un producteur, mais l'auteur du film qui arrête pas d'essayer de vouloir prendre la place du réal. Ouais, ce qui est une dynamique qui peut arriver sur des plateaux. C'est ça. Fait que, puis c'est ça. Autant tu peux voir le boom mic dans les shots où il filme le film, à l'intérieur, oui, ou que tu peux le voir quand c'est des scènes... Oui, de façon délibérée. Et c'est ça. Oui, OK. Fait que c'est ça. Il joue vraiment sur la ligne. C'est quoi le nom de ce film-là? Student Affairs. C'est disponible sur Tubi ou un truc comme ça? Je sais pas s'il est sur Tubi. Il y a des chances. Sinon, ça se trouve sur YouTube. Sur YouTube? Ouais. Et le dernier, c'est un film qui s'appelle Party Girls, sorti en 90. Et là, c'est un... là, c'est le plus méta de la gang. Parce que le film suit une actrice qui s'appelle... comment qu'elle s'appelle? Marilyn Saunders, mais elle est jouée par la porn star Marilyn Chambers. Attends une minute, 2 secondes. Là, juste on va tracker 2 secondes. Je vais pas briser ton élan, mais Student Affairs, la pochette... Écoute, il y a des pochettes de même sur Tubi. Ben oui. C'est exactement la bonne zone. Il est disponible nulle part en ce moment. Officiellement au Canada, en tout cas. OK. Mais, je me suis rendu compte dans les dernières semaines, voire les derniers mois, que justwatch.com, qui est absolument excellent pour avoir des registres de où se sont disponibles les films, souvent, de ce temps-ci, en tout cas, oublie Tubi. Il y a souvent du stock sur Tubi qui n'est pas répertorié sur Studio. OK. Mais je pense, pour vrai, je pense que j'ai pogné une bonne version sur YouTube. Sur YouTube, OK. Checkez ça sur YouTube. C'est ça. Party Girls, c'est ça. Ça met en vedette Marilyn Chambers, qui est qui était une porn star, qui là joue une vedette de film qui se fait filmer comme si c'était une télé-réalité. Mais c'est pas clair, parce que ça passe à la télévision et on a, je pense, quelqu'un qui arrive. Oui, on va lui enlever son manteau, on va lui laisser le temps. On va le laisser rentrer. Ouais, c'est ça. C'est que là... Fait qu'elle, elle s'adresse à la caméra, mais le film, puis il y a des gens alentour d'elle, dont le réalisateur Chuck Vinson qui est là, qui joue son propre rôle, mais c'est pas comme s'il nous dit on est en train de réaliser un film. C'est vraiment méta. Puis les images que, tu sais, elle parle à la télé, ces images-là sont diffusées à la télévision,
Et là, tu as un groupe, en fait, tu as plusieurs groupes de gens qui regardent, dont des ados dans leur chambre, comme 4 filles dans une chambre qui sont en train de checker ça. Puis, tu as aussi un bar avec genre 3 épais qui gueulent devant la caméra. Mais les 2 scènes sont dans le même endroit. C'est comme s'il y avait une ligne entre les deux. Mais c'est les deux décors dans le même C'est ça, puis les deux, des fois, là, à un moment donné, ça commence à se parler entre eux. Puis elle, Marilyn Chambers, qui parle à la caméra, répond à ces gens-là. C'est donc bien random. C'est vraiment... Mais c'est-tu bien exécuté ou c'est juste... Non, c'est un peu random. C'est un random, okay. Ouais, non, c'est pas... Puis à un moment donné, pour une raison quelconque, Marilyn se met à chanter une tune. Ah, OK, ça devient un musical. Ouais, ça devient un musical avec tous les personnages qui sont en arrière puis qui se promènent. Puis plus tard, ça redevient un musical. Mais en plus, c'est ça, c'est qu'il y a une histoire où elle apprend que son mari, finalement, l'a trompé. Puis là, elle essaie de retrouver l'amour, mais aussi de retrouver sa carrière. Mais en même temps, il est filmé non-stop. En tout cas, c'est vraiment spécial. Fait que ça s'appelle Party Girls. Rappelle donc les autres titres. J'ai parlé de Student Affairs, de Sex Pot, en un mot, et de Wildest Dreams. Wow. Hey, j'en ai manqué des Oh, affaires. attends, parler ton micro, là. J'en ai manqué des affaires. Oui, t'en as manqué des affaires. Salut, Laurent Boutin. Vous faites le sex pot avant que j'arrive. Exactement. On fait bien du sexe avant que t'arrives, en fait. Hop là! On s'en débarrasse avant que t'arrives parce qu'on sinon, on sait que tu vas prendre la vedette. Voilà. Bon. Ça va, Laurent? Il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. Ah oui? Est-ce que toi aussi, t'as perdu ta serrure, puis là, ton propriétaire t'a gaslighté pour ça? Ah, non. OK. Non, pas ça. Ah, je suis désolé. Non, ça fait 21 ans que je suis libraire. Oh, bravo! Et c'était la première fois aujourd'hui, en 21 ans, que quelqu'un essaie de me parler de la maison d'édition Les Humanoïdes Associés en les appelant les hémorroïdes. Ah! On a franchi cette ligne-là. Ouais. Où va le monde? Ah ben. Écoute, puis tu l'as-tu Les corrigé ou associés ou juste les Ben, hémorroïdes? j'ai eu de la misère à savoir de quoi il me parlait. Il était comme, ah ouais, tu sais, on en voit souvent dans l'usager, là, les hémorroïdes. Puis je suis comme, quoi? Je suis comme, d'après moi, c'est pas le mot que tu voulais me dire. Oui, là, voyons, attends, comment ça s'appelle? Ouais, c'était les humanoïdes associés. Ouais, ils ont produit plein, ils ont diffusé plein de BD, publié plein de BD, dont le CAC, avant le CAC. Oh là là. Ouais. Non. Ouais. C'est une joke de caca. Ouais. Ah, OK. Ouais. Ça. C'est pas la CAC. Ah ouais, mais ça, c'est de la merde, mais pour d'autres raisons. coalition Avenir Caca. Québec. Ouais, c'est ça. C'est quoi, toi, de ton On côté? salue Bernard. Oui, bonne chance. Puis Christine. Bonne chance. Bonne chance. Hey, j'ai hâte de voir ça. Candidat du peuple. Ah ouais. Ah ouais. On a la politique qu'on mérite, je pense. Ouais. Qu'est-ce que t'as de ton côté, mon cher Laurent? Ah ben, j'arrive, là. Ben oui, t'arrives. Ça va? Ça va. Ouais, l'énergie vient de monter, là. T'es là. Tabarnouche. Pourtant, j'ai pas beaucoup de ça aujourd'hui. Ben, je sais pas. Simon aussi était fatigué. Puis moi, j'ai un drôle de mood aujourd'hui aussi. Fait que, ça arrive. Ça se peut-tu que c'est parce qu'il fasse genre moins 25 depuis 3 semaines? Il y a ça, puis que tout brûle. Puis, tu sais, c'est comme weird de faire son petit travail de 9 à 5 quand tu sais que tu sais pas ce qui s'en vient. Là. Je sais pas comment le formuler. Hier soir, j'ai googlé quelque chose que je pensais jamais faire de ma vie. Ouais. C'était genre, j'ai googlé, est-ce que Donald Trump s'est vraiment chié dessus Ah oui. en public? Là, j'étais comme, hey, quelle époque on vit quand même. Oui, on a passé le R depuis longtemps. C'est ça. Je sais pas quoi faire de... Faites ce que vous voulez de cette information-là. Ouais. Moi, quand j'écoutais Back to the Future 2, je me disais toujours, hey, éventuellement, j'aimerais vraiment ça, que ça soit réalité. Là. C'est le bout dans le futur dystopique. Là. Ben, écoute, Jaws 15. Jaws 15, il y a au moins ça. 3D. 3D. Au moins. La SODEC a annoncé la semaine passée qu'il finançait des projets. Bon. La SODEC ainsi que le Fonds des médias du Canada. Mm-hmm. En tout cas, ils ont étudié des dossiers, ils en ont retenu 9, dont certains qui sont dignes d'intérêt pour nous, c'est-à-dire des choses basées sur des bandes dessinées. J'ai noté une série qui serait basée sur une bande dessinée qui s'appelle Cro-Magnon, qui est comme un robot, mais à l'âge de pierre. C'est une série jeunesse de Sylvain Lavoie aux éditions des Malins.
si ma mémoire est bonne. C'est Trio Orange qui est financé pour faire 26 épisodes de 11 minutes, quand même. Ouais. Mammoth Rock, qui est illustré par Guillaume Perrault à la courte échelle, est financé pour 8 épisodes de 8 minutes. Guillaume Perrault qui fait aussi le Facteur de l'espace, donc qui est déjà le média télévisuel, ma foi, bien actif. Et le plus intéressant de tout ça, c'est une petite série basée sur Parfois les lacs brûlent, dis-je, de Geneviève Biguet chez nos amis de Front Froid, qui est une excellente... C'est une nouvelle adresse, celle-là? Je pense que c'est un Front Froid, celle-là. Okay. Il me semble que c'est un des rares fronts froids des dernières années. Il y a des robots là-dedans? Qu'est-ce qui suffit d'être sur l'étiquette de genre? C'est un peu genre polar, ado, glauque, mettons, là. En gros, c'est comme... c'est quoi la prémisse? Donc, c'est une gang d'ados, genre en Abitibi, qui sont comme, hey, le lac qui est en feu, ça a l'air qu'on peut trouver des diamants dedans, puis là, ils font genre une expédition pour aller checker la légende. C'est vraiment une bonne BD. Ça l'avait gagné le prix des libraires, il me semble, il y a quelques années. Fait que bravo, Geneviève Biguet. Ça me rappelle... oui. Ça me rappelle quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. T'as brûlé un lac? J'ai détruit un barrage dans le jeu Gold Simulator 3. Puis dedans, il y avait un cadeau. Attends, le 3? Il y a 3 Gold Simulator? En fait, il y en a 2, je pense. Mais attends, parce qu'il n'y a pas de 2. Okay. Il n'y a pas de 2, ok, ouais. Ça c'est très Goat Core joke. Mais comment tu détruis le barrage avec un... Tu t'envoies toi-même avec un canon à la Evil Knievel dans le barrage. À la Super Puis là, ça fait un trou. Il y a l'eau qui... Puis là, ça vide l'autre côté. Et là-dedans, t'as des ruines, dont une petite affaire, un petit trophée. C'est encore le Yarb à contrôler, ce jeu-là? Oui. Ça fait partie de l'intérêt. Écoute, je peux pas juger. Moi, je pense que j'en ai parlé, mais j'ai joué au jeu Dig a Hole. Ah, oui. Tu creuses un trou. C'est vraiment ça. Couches-tu dedans à la fin du jeu? Non, tu finis dedans à la fin du jeu, mais c'est ça. Mais tu creuses un trou, puis là, tu as des ressources, puis là, tu as des meilleures pelles automatiques, parce que ta pelle est comme automatique. Éventuellement, tu as une drill. Puis là, tu continues à creuser. Puis là, tu as de la dynamite pour enlever la lave. Puis tu sais pas pourquoi tu creuses, mais... n'importe quoi pour nous endormir. Pour vrai, pendant que je le faisais, je me disais, asti que je suis cave, mais je continuais quand même à le faire. Ouais, je comprends. Fait que, juste finir que la série, donc, de Parfois les lacs brûlent, 7 épisodes de 7 minutes, quand même court. C'est en animation aussi? Oui, ça va être animé aussi, puis j'espère que ça va être basé sur les dessins de Geneviève, parce que le livre, il était très beau. Ça sera coécrit par André Caddy, qui a déjà fait de la BD, genre dans les années 2000 à 2010, mettons, mais qui fait beaucoup d'animation dans les dernières années, qui a entre autres travaillé sur les séries animées de l'Agent Jean, puis sur des longs métrages, là, sur Hello Frida, puis Dunia, une série de films jeunesse. Bref, bien curieux de voir tout ça. Ça sera chez Du coup Studio Production, c'est des Français. Oui, j'aurais cru avec ça. Mais voilà, fait que ces affaires-là sont financées, ça prend du temps à faire. On s'en reparlera dans... Quand ça va sortir. Ouais. Dans 2-3 ans. Genre. Si Dieu le veut. Moi, je suis allé... tu sais, on a fait notre spécial d'Halloween au Hush Gang Plaza, qui est un bar sur la Plaza Saint-Hubert, ici à Montréal. Une belle salle multifonction. Vous pouvez la louer pour plein de trucs. Ça peut être au champ des shows de musique et autres. Puis, en fait, c'est drôle parce que la première fois que je suis allé là-bas, c'était pour Space, parce que j'ai aidé comme projectionniste. Puis le lendemain, on faisait notre spécial. Et là, la semaine passée, en fait, le week-end dernier, 2 fois en 2 jours, presque, back-à-back, en fait, j'étais allé au Hush Gang pour des soirées complètement différentes. Puis je voulais juste en parler parce que j'ai eu beaucoup de fun pour... c'était vraiment des belles soirées, en fait. La première, c'était la soirée de lecture de scénarios de plein écrans. Plein d'écrans. Dans le temps, c'était un festival. Ouais, je suis allé. C'était un festival qui était entièrement sur Facebook. Maintenant, ils font des événements, puis tu as des projections en salle. C'est le meilleur du cours. Là. C'est un des nombreux festivals qui couvre le court-métrage québécois, qui est un milieu qui est très foisonnant, très cultivé. Il y a beaucoup de choses, en fait, à découvrir, puis souvent des perles. Et j'y suis allé ne sachant pas de quel scénario on allait faire la lecture, de quel court-métrage on allait parler. Puis, je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir malgré le fait que je ne connaissais pas les œuvres d'origine. C'est lu par différents comédiens, Guillaume Cyr, Patrick Abelard, Shelby Jean-Baptiste, Sandrine Bisson et Anne-Elisabeth Bossé. Et l'animateur, si vous voulez, de la soirée, celui qui lisait le texte
Après, les acteurs faisaient les répliques, mais celui qui lisait le texte, c'est le réalisateur Jean-François Leblanc, dont on a parlé du film « Vie les Misérables » ici à l'émission. Ouais. Puis il avait bien aimé notre critique, il nous avait écrit pour nous le dire. Donc, c'était lui l'animateur de soirée, j'en suis rendu compte après. J'étais c'est le gars qui... Ouais. Puis, juste dire que c'était vraiment fantastique. J'ai pas grand-chose à dire comme tel, au-delà du fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir des comédiens où ils peuvent nous amener sans décor. Le jeu est au minimum, mais ça parle beaucoup. Puis je trouve que des fois, il y a des petites perles qui en sortent. Puis c'était une parfaite soirée qui commençait à genre 8h. 7h30, 8h? Ouais, j'ai oublié le nom, le titre, la durée, mais j'étais chez nous à 10h. C'est ça que je veux dire. Ouais. Nice. Ouais, dodo à l'heure. Exactement. Je pouvais travailler le lendemain. Est-ce que c'était tous des scénarios de films qui étaient dans cette édition-ci? Je pense pas. De la façon qu'il en parlait, je pense que c'était des scénarios qui avaient été de courts-métrages qui ont déjà été projetés, mais pas nécessairement dans cette édition. Je ne pense pas. Parce qu'un des scénarios qui a été lu, ça a été un des scénarios justement de Jean-François Leblanc, qui est un court-métrage qu'il avait réalisé, je pense, par le passé. Donc, non. Okay. J'ai pas vu. J'ai presque tout regardé plein écran cette année. Ah oui? Tu les as écoutés en ligne ou tu les as écoutés comme en salle? En ligne. En ligne. En ligne. En général, c'est quand même un festival que j'aime bien. Je trouve que ça me permet de rester plus ou moins à l'affût de la scène de court-métrage. Que autrement, je regarde pas vraiment. Puis, tu sais, je trouve que la proposition est quand même intéressante. Dans le sens, c'est genre une semaine de... Puis à chaque jour, tu as comme 4 courts-métrages. Tu en as à peu près pour 1 heure à chaque jour, mettons. Là. Fait que c'est pas trop engageant, mettons. Puis, c'est plus sur Facebook, là, c'est sur leur plateforme maintenant aussi. Ouais, c'est ça que j'ai vu, c'est sur leur plateforme. Puis là, je pense que là, le festival est fini, mais il y a encore moyen, je sais pas jusqu'à quand, de regarder les gagnants. Ce que j'ai vu tantôt, il y a beaucoup de prix du public. Là, quand je suis allé sur le site internet, il y avait moyen, à travers leur Patreon, de s'abonner pour pouvoir aller écouter la dernière édition. Donc, effectivement. Mais il y avait ces films-là qu'on pouvait écouter en ligne, mais aussi il y avait des événements en salle, dont certains qui étaient gratuits, mais celui-ci était payant à Watch Gang. Puis le lendemain, je suis retourné pour ou le surlendemain, je suis retourné pour, je me perds d'un date, là, je commence à être vieux, je pense, pour une soirée complètement différente, avec bien de la bataille, parce qu'il y avait la première montréalaise de sans restriction chrono tonnerre polaire, qui est en fait un événement de lutte de Kevin Raphaël, qui est un des 2 animateurs de la version québécoise de la WWE sur Netflix. Puis ils ont aussi, c'est du monde qui pod en sacrament sur la lutte. Perso, j'écoute pas leur podcast, pas parce que je suis pas intéressé, c'est juste que ça m'a jamais donné, mais on m'a dit que c'était super bon. Les amateurs de lutte au Québec semblent vraiment apprécier. Et Kevin Raphaël est un des 2 animateurs et il a maintenant sa fédération, puis il a amené leur show pour la première fois à Montréal, au H-Gang. Donc, imaginez, les entrées étaient sur la scène où nous, on était lors de notre spécial d'Halloween, et il y avait le ring en plein milieu de la place, avec des projections des entrées des lutteurs en arrière d'eux. Où Jake dessinait quand on faisait le spécial d'Halloween. Donc, il y avait des représentants ou des gens qui ont passé plutôt par la WWE ID, c'est un programme, je pense, de découverte que Simon, tu me disais dans l'émission. Je pense. La AAA, la TNA, il y avait des lutteurs locaux aussi, dont Benjamin Toll. D'ailleurs, un de mes matchs préférés, ça a été Benjamin Toll contre un lutteur qui s'appelle le Moose. Une bête, mon homme, gigantesque. Sa main, avec c'est un panache. Non, complètement rasé, en fait. Okay. Un Américain qui parle pas du tout français. D'ailleurs, quand il a remporté son match, il a commencé à s'adresser à la foule, puis le monde criait des affaires, puis il était comme « I have no idea what you're saying ». Il comprenait pas du tout. Mais c'est dans une belle salle comme le H-Gang. Je pense que j'ai vu Moose à NXT un moment donné. Ça se peut, oui. C'est quelqu'un qui, c'est du monde qui gravite dans ce milieu-là, qui ont probablement fait plusieurs fêtes. C'est le côté un peu, moi je reste un néophyte dans la lutte, j'ai pas nécessairement la mémoire de tous les noms, les fédérations, tout ça. C'est beaucoup de stock à consommer. Mais je pense que c'est pas nécessaire quand vous allez dans ce genre de soirée-là. L'atmosphère va faire en sorte que vous allez embarquer. D'ailleurs, il y a des figures, des acteurs, des lutteurs, pardon, que je vois évoluer à Battle War quand j'y vais au Fouf une fois par mois. Qui étaient là, fait qu'ils viennent défendre leur titre ou ils viennent participer. Fait que c'était vraiment une belle soirée. Je pense malheureusement qu'ils étaient un petit peu victimes de leur succès parce qu'ils ont libéré d'autres billets quand ils ont vu qu'il y avait un intérêt. C'était sold out. Et donc, on était excessivement pognés. Puis moi, j'étais un petit peu claustrophobe, là, mais je t'avoue que la foule a été quand même très respectueuse. Il n'y a pas eu de débordement. Puis clairement, la place a comme respecté aussi les limites là, en termes de sécurité. Puis la façon que c'était comme divisé, c'était un petit peu bizarre. Et si vous vouliez des places assises, donc à l'avant du stage, il fallait payer un 15$ supplémentaire, puis ça, il fallait les acheter à l'avance. Mais en même temps, je comprends, moi, ce qu'on m'a dit du côté,
je pense que c'est Gab du Discord des Mystérieux, me disait les gens sont payés et bien payés. C'était super bien organisé, c'était professionnel, j'ai eu du fun au bout. Là, ils reviennent le 1er mai au H-Gang. Il va y avoir d'autres événements entre-temps, mais au H-Gang à Montréal, ça va être le 1er mai, puis je vais y retourner. Donc, je vous en reparlerai d'ici là, mais j'ai eu bien du plaisir. La seule affaire qui m'a gossé, et là, c'est juste parce que c'est ma maman en moi, ou mon papa poule en moi. Les lutteurs, quand ils sautaient, il y a du stock accroché au plafond du H-Gang, hein, dont des enseignes, des speakers, puis d'autres cossins. Là. Puis une couple de fois, j'ai eu l'impression, en tout cas, de mon oncle qui était proche. C'est le seul bout où j'ai eu un peu peur pour les lutteurs. Mais sinon, c'est une excellente soirée à laquelle je vais me retourner la prochaine fois. Voilà. Nice. Simon. Oui, je peux continuer avec certains films que j'ai écoutés récemment. J'ai écouté un film qui s'appelle The Manitou, un film de 78. C'est fait dans la lignée de L'Exorciste. Donc les films d'exorcisme après le classique. C'est ça. Et là, on a une fille qui une psychique qui a une bosse qui pousse dans le dos. Mais finalement, cette bosse est un démon autochtone qui pousse. Comment elle a pogné ça? Je me souviens pas, mais ça devient comme, tu sais, c'est genre du 70s, tu sais, vraiment insane, c'est de l'exploitation. Puis à la fin, genre, il y a une espèce de combat dans le néant où tu sais il y a comme des lasers qui sortent des boules là, tu sais, puis c'est vraiment quelque chose. Si vous aimez l'exorcisme mais vous trouvez ça trop sérieux, il y a ça. C'est réalisé par William Girdler. Je pensais William Peter Blatty, qui est l'auteur du roman qui a réalisé L'Exorciste 3. Mais c'est le gars qui a fait le rip-off de Jaws qui s'appelle Grizzly. Oui. Donc on a remplacé le requin par un ours. Ouais. Fait que là, c'est ça. On remplace un démon Pazuzu par un démon qui pousse dans le dos, là. Ah oui. Ouais, non, je m'attendais pas à grand-chose, finalement. T'as eu du fun. Ouais. 10 sur 10. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Flight to Hell, film de 2003, réalisé par Alvaro Passeri. J'avais déjà parlé de ce gars-là au show des fois, mais ça fait un bout. Il avait fait un film qui s'appelait The Mummy Theme Park, qui est un espèce de film qui se passait dans un parc d'attractions qui avait été comme construit dans les ruines d'une mine, je pense. En tout cas. Puis, ce que je trouve particulier avec ce réalisateur-là, tous les films que j'ai vus, je n'ai vu 3, je pense, c'est que il y a un traitement de l'image, des effets spéciaux, l'acting, qui fait que tu as l'impression que le film vient d'une autre dimension. Qu'est-ce que tu veux dire par autre dimension? Dans le sens que les codes, c'est pas ce qu'on connaît. Le film, il te met un peu comme... il y a quelque chose qui marche pas quand tu le regardes. Puis c'est comme si c'était proche de notre réalité, mais c'est dans une autre réalité. Ah, OK. Mais ça, c'est juste le feeling que j'ai. C'est pas nécessairement l'histoire. Mais là, c'est ça. Flight to Hell, ça se passe dans un avion qui est aussi un casino. Et... Bien sûr. J'ai vu, je pense que j'ai vu une critique qui disait que c'était comme si c'était un film de Wes Anderson, mais avec de l'horreur, puis fait en Italie. Parce que il y a les couleurs qui sont tellement comme hip-hop, là, très comme dans Wes Anderson. Tout est symétrique. Pas tant, c'est ça. Puis l'acting est vraiment tout croche, mais Bill Murray est là. puis notre pilote de l'avion, en fait, avant de partir, il y a un cauchemar. Puis là, qu'est-ce qu'il va, tu sais, il va arriver quelque chose sur cet avion-là. Mais finalement, il le prend. Puis là, il croise, on sait pas trop, des espèces de
de la glu, en fait. Il y a comme de la glu qui commence à tomber sur l'avion, puis là, la glu se transforme et réussit à rentrer dans l'avion, puis là, ça devient des espèces de aliens, tu sais. Très xénomorph-like. Okay. Mais en fait, il y en a surtout un, je pense, qui attaque tout le monde, puis c'est... Ça a l'air insane. C'est assez insane, juste pour l'acting, c'est incroyable, mais aussi, si je me souviens bien, ce n'était qu'un rêve. Oh non! Colin! Mais je pense... Ça veut dire qu'au début, il a rêvé qu'il rêvait? Ouais, ou il s'est rendormi puis on l'a pas vu, puis finalement il se réveille. Depuis Mario 2, là, je ne tolère plus cette fin-là, ok? Oh oui, c'est ce film. Ouais, c'est ça. Non, pas le film, le jeu vidéo. Ouais, fait que, ben c'est ça, puis c'est ça, Al Passeri, le réalisateur, il a comme sa propre compagnie d'effets spéciaux, puis il a son site web, puis c'est ça, ses effets spéciaux sont tellement différents de qu'est-ce qu'on voit ailleurs, que c'est ça aussi qui donne une espèce de... décadente étrangeté. Exact. Fait que c'est particulier. Okay. C'est pas bon, là. Non, c'est ça. Il faut rappeler que c'est de la merde. Oui, c'est pas bon, mais crime que j'ai eu du fun. Rappelons le titre. Ça, c'est Flight to Hell de 2003. 2003 en plus. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un de ses derniers, si c'est pas son dernier. Sinon, écoute... Qu'est-ce que... J'ai tellement d'affaires. J'ai écouté un film qui s'appelle Rats and Rabbits, un film de 2000, réalisé par Louis Furry, qui est le mari de Carole Laure. Ah. Et Carole Laure est dans le film, et il y a aussi Paul Amarani et Véronique Leflaguet. Est-ce que c'est Paul Amarani pré-sobriété ou c'est Paul Amarani peak-sobriété? Pré. Ah, okay. Ouais, je pense bien, parce que... Puis le film est en anglais, et c'est insupportable. C'est très 2000 avec la caméra qui bouge. T'as l'impression que t'es sur un mauvais trip de coke. Puis ça raconte l'histoire de... C'est comme du monde dans un quartier. Il y a un médecin qui fait des expériences sur les gens alentour. C'est comme genre... Ça vogue entre la comédie et le grotesque. Puis c'est vraiment insupportable. Genre quand le film finit, t'es comme... Bon... Ouais, je pense que Puis je posais la question de Paul Amarani, pas pour rire de ses problèmes, mais je veux dire, c'est comme dans le film de Simon Boisvert, l'acting était complètement over the place à cause qu'il y avait des enjeux. Je veux savoir si c'était ça. C'est à cause de ça, mais je pense qu'il s'en calissait aussi. Oui, mais dans ce film-là, ça ressemble à quoi? Non, il est normal, mais pas le personnage. Est-ce que l'esthétique, là, tu vas comprendre ce que je veux dire, sérietribu.com? Exact. Ouais, ok, c'est ça. Hein? C'est vraiment ça. C'est vraiment, tu t'en parlais, puis je le voyais, là. Ouais, je pense que je l'ai vu parce que j'ai pogné une pile de VHS à mon ami Geoffrey, puis il y avait ça là-dedans, puis on a checké, puis c'était vraiment comme un film en anglais avec ces gens-là. Wow. Puis là, on l'écoute, puis on est comme... Mais lui, c'était un anglo, le mari de... Oui. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Eh ben, RIP. Je sais même pas si c'est bon. Rappelle donc le titre que le monde ne le loue pas ou qui tombe pas dessus. Rats and Rabbits. D'accord. Et puis tant qu'à faire, je vais parler d'un dernier, juste parce que ça va me permettre de plugger quelque chose. J'ai passé récemment au podcast Étreinte à la mer. Oui, avec Étienne Forêt et Gabriel Zocolar. Exact. Et on a parlé d'un film qui s'appelle Twilight of Love, parce que c'est un film très harlequin dans son histoire et son traitement, mais c'est un film de 1977 italien, mais qui se passe à Montréal. Et un des auteurs du film, c'est comme il y a des noms italiens, et Claude Fournier. Ah, Fournier, ouais. C'est ça. Et boy. Le film... c'est ça. Je pense allez écouter le podcast parce qu'on le raconte au complet. Mais ça, parce que quand j'ai vu que ça existait, je me suis acheté une copie sur eBay. Parce que j'étais comme, je veux savoir
Pourquoi? Un film un peu dans la lignée des Emmanuel, mais qui se passe à Montréal. Mais tu sais, aussi, dans les Emmanuel, t'as le côté un peu documentaire. On va à des endroits, puis on filme. Puis là, ben, ils font ça pour le Québec. Ce côté tour du monde. Fait que là, t'as une séquence dans une cabane à sucre. Et t'as une séquence dans une game des Canadiens. Fait que Guy Lafleur joue dans le film, puis il le sait, ben il le sait plus. Il est mort, mais c'est ça qui l'a achevé. Fait que c'est ça. Bon. Pas grand-chose à dire d'autre. Rappelle donc le titre. Twilight of Love. Twilight of Love. Intriguant. OK. Monsieur Laurent. J'ai d'autres petites annonces de choses annoncées. Écrites sur des beaux papiers de Post Canada. Mais écoute, on a le papier qu'on peut. Il y a eu une drôle de nouvelle cette semaine que j'ai pognée sur Dread Central, qui est un site web de films d'horreur. Comme quoi, les deux réalisateurs, Brian Netto et Adam Schindler, qui sont deux gars qui ont fait un film qui s'appelle Don't Move, que je ne connais pas, avaient signé pour produire un film de Darkman. Darkman, le fameux film de Sam Raimi? Le fameux film de Sam Raimi, en fait. Ça a l'air qu'il travaille déjà. Don't Move était produit par Sam Raimi. Ils travaillent avec leur compagnie Ghost Movie Pictures. Puis là, ces gars-là, ils capotent sur Darkman. Puis ils sont comme, on veut faire un Darkman. C'est triste parce que ça a déjà été fait. Ça s'appelle Time Man. Oui, effectivement. Mais je sais pas. Peut-être que ça unira les deux. Ils vont-tu ignorer les événements de Darkman 2 et 3? Ben, c'est ça qu'on sait pas. Écoute, puis la série de cartoon, elle. Oh mon Dieu, j'avais oublié qu'il y avait une série de cartoons. Non, il n'y a pas eu de série de cartoons. Mon Dieu, une série de cartoons. J'ai douté, Chris, il y a une série de cartoons de Back to the Future, de Rambo et de Toxic Avenger. Et puis il a failli avoir une série animée aussi de Alien. Ça a été cancellé, mais tout est possible. Pourquoi pas? Il y a sûrement eu des comics de Darkman. Ah ouais, sûrement. Ben oui, j'espère. Mais là, c'est ça. Il y a déjà eu Darkman 2 et 3 en 95 et 96. Ça fait donc 30 ans qu'il n'y a pas eu de Darkman. Où est notre Darkman? Puis, je veux dire, déjà, dans le 2 et le 3, il n'y a personne qui revenait du premier. Un méchant, je pense. Oui, le méchant revenait. Mais c'est tout. Fait que, je sais pas. Ils sont excellents. Ouais. Je te crois pas. Non, je sais que je les ai vus puis j'ai aucun souvenir. Ouais, je me souviens juste du premier, moi. Je pense que j'avais plus aimé le 3 que le 2. Ah oui? Mais... Moi, j'avais plus aimé le 1. non, ben là... Ouais, non, je sais bien. Bref, fait que c'est ça. Sam Raimi, il y a aussi un nouveau film en salle que je vais voir demain. J'ai vu la critique de Red Letter Media tantôt. Puis... Mais tu sais, des fois, ils sont un petit peu... Là, mitigés. Vieux monsieur. Ils ont quand même des bons points, mais... Okay. J'ai aucune idée à quoi c'est m'attendre. quand la dernière fois que tu as vu un R-rated de Sam Raimi? Il est en salle en ce moment. Tout se met d'y aller. Ben, c'était quoi? Drag Me to Hell? Non, c'était PG. Ah ouais? Ouais, c'était PG. C'était PG Drag Me to Hell. Yep. Ben, c'était 13 ans, mais c'était pas R-rated. Là, c'est R, je pense. Ouais. OK. Eh bien. Puis sinon, j'ai pas tout noté comme il faut, mais il y a aussi Kumail Nanjiani. Ouais, Kumail Nanjiani. Ouais, c'est ça. Écoute... Ben, on l'a tous les deux, on l'a scrappé. Ben ouais, voilà. Ben, c'est un mélange des deux. Là. Les deux, voilà, assemblez-le vous-même. Moi, je m'essaye pas. Ce gars-là, il a annoncé aujourd'hui avec sa compagnie de production aussi qui s'attelait à une adaptation avec Amazon Prime du comic Sex Criminals de Chip Zdarsky et de Matt Fraction, qui est une BD que j'avais adorée, mais qui, ma foi, n'a jamais eu de fin pour une raison que j'ignore. Fait qu'il n'y a pas de quoi. Ah, il n'y a pas de fin? Il n'y a pas de fin, cette série-là? Ben, moi, en tout cas, j'ai lu 3 trades, puis je sais qu'il y a un j'ai jamais rien vu d'autre passer. Fait que... On avait lu ça pour les mystérieux dans le temps. On a bien aimé ça. Fait que, à moins que... les trades, mais je l'ai pas fini. Ouais, mais c'est ça. J'ai pas revérifié, mais il me semble que ça fait super longtemps que j'ai pas vu les Sex Criminals. Puis clairement, j'ai jamais vu la fin, alors que ça m'intéresse. Puis c'est le même Chip Zdarsky qui avait fait aussi la série là, qui se passait dans l'univers des comic books là, avec Domain. Ouais, Public Domain. Domain. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite de ça. Ouais, on dirait que c'est un gars qui finit pas ses affaires. Il y a eu d'autres numéros. Il y a eu d'autres numéros depuis. Ouais. Ah ouais? OK. Bon. C'est peut-être nous, on est... Peut-être déconnectés. Ben, on est des vieux papis, là. Des fois, vieux papis, sites de nouvelles, là, ils commencent à mourir. Ouais. Oui, puis la distribution de comics en ce moment, c'est
C'est pas fluide. Ah non? Ouais. Ben, en tout cas. Fait que ça se peut qu'on manque des affaires. Moi, c'est les nouvelles. Mais je trouve que Image publie beaucoup aussi. Là. Des fois, comme je vois plein de titres, je suis comme... Est-ce qu'on est en train de noyer le marché ou on est vraiment... Tu sais, c'est pas tous des projets de qualité, je peux pas croire. Là. Ils en font énormément. Moi, j'ai 2 petites nouvelles de comic book. La première me permettra de plugger Kevin Smith parce que c'est mon shit. Puis, en fait, il va être le scénariste d'une nouvelle série qui s'appelle Bizarro Year None. Parce que DC Comics souvent fait des... Mettons Batman Year One, mais là c'est Year None. Une série qui va signer avec un certain Eric Carasso. Donc, c'est une histoire dans laquelle il met en vedette la version comic book de Laurent Boutin, donc Jimmy Olsen. Ah. Jimmy Olsen et Perry White qui vont aller aux confins de l'univers et de l'espace, même des dimensions, pour se retrouver dans une dimension où tout est inversé. C'est comme le monde de mode, mais dans DC Comics. Donc, les amateurs qui trippent sur DC, vous allez comprendre à quoi je fais référence. Les autres, bonne chance de retrouver l'épisode. Donc, on est dans le monde, justement, de Bizarro, où Jimmy Olsen et Perry White trouvent la version de cet univers-là du Daily Planet, où les écritures sont comme considérées comme 5 écritures. Puis, il y a une figure mystérieuse au centre de tout ça. Moi, je soupçonne que c'est Bizarro, mais c'est peut-être moi qui capote. Donc, Smith promet que ça va être un mélange d'humour, qui sont quand même émotifs et de sci-fi. La sortie est prévue, c'est quand même nice, le 1er avril prochain, donc lors du Poisson Avril. Lol! Et donc, il y aura 4 numéros au total pour une fin en juillet. Je vais attendre, bien sûr, le trade, donc la collection, quand ça sortira. Puis sinon, écoute, question de nous faire sentir encore vieux, parce que tu as parlé de 96 puis tu disais que ça faisait 30 ans, Laurent. Je vois et je mets mon argent au centre de la table de poker, parce qu'il y a un des événements marquants dont on a parlé au Mystérieux Étonnant, puis je pense qu'on avait bien aimé jadis quand c'est sorti, c'est bien sûr Civil War, sorti en 2006, il y a 20 ans de ça, du côté de Marvel Comics. Et donc, en mai prochain, il y a Christos Gage, le scénariste, et le dessinateur Edgar Salazar qui vont explorer des nouvelles histoires qui se sont déroulées durant cette période-là. Mm-hmm. Donc, pour vous Encore? Écoute, c'était déjà des gigantesques omnibus. Il y en avait. Il y en avait beaucoup, mais il y en avait beaucoup aussi que tu aurais pu skipper. Justement. Étrangement. Attends, on sait pas, là. Laisse-leur la chance. On lui a rien sorti encore. C'est même pas frais. C'est même pas comme sec derrière les oreilles. Tu sais pas si c'est bon. Donc, c'est une mini-série de 5 numéros qui va commencer en 2026. Puis, ils se joignent, en fait, leur équipe m'a formulé cette petite phrase de merde. Il y a un dude qui s'appelle Mauro Hollowell, qui était le coloriste de base de Civil War jadis en 2006. C'était une coloration très, très particulière, moi, que j'avais bien aimé. Donc, il va se joindre au projet. Et donc, ça va mettre de nouvelles perspectives de l'avant, donc celle de Iron Man, Spider-Man, Goliath, Tigra, Captain America, donc des personnages qui étaient au centre de cet événement-là au début des années 2000. Là, je vous le rappelle, pour les gens qui n'étaient pas en vie ou qui n'ont pas lu encore la série, Civil War, il arrive un événement, il y a des enfants qui sont assassinés durant un affrontement des héros et des vilains. Et donc, le gouvernement américain décide de passer une loi dans laquelle elle exige en fait que tous les héros du Marvel U s'enregistrent auprès du gouvernement. Donc, ils vont travailler à la solde du gouvernement. Et là, ça crée une scission au sein de la communauté des héros. Donc, il y a des gens du côté de Iron Man qui pensent que c'est pas nécessaire. Il y a du côté des gens qui sont du côté de Captain America qui considèrent au contraire qu'il risque d'avoir des débordements. Et c'est un événement qui était gros, qui a énormément vendu et qui a quand même affecté le comic book. Ils ont essayé de faire un Civil War 2 il y a quelques années avec Iron Man et Captain Marvel. Ça a plus ou moins fonctionné. Ouais. Mais le premier était quand même assez bon. Donc, 5 histoires à partir de mai. Et le premier numéro met en scène Tony Stark. Et là, tu vas peut-être aimer ça, Simon. Alors que Bishop l'envoie dans la timeline de Days of Future Past pour voir les répercussions du Superhuman Registration Act dans le futur. Ce qui est drôle aussi, c'est que moi, je vais devoir relire toute Civil War. Parce qu'il y a eu les X-Men étaient impliqués en parallèle, tout ça. Tu vas relire toute Civil War? Je vais en profiter pour choisir un peu, mais aussi écouter, lire tout ce qui est l'histoire principale et ce qui a rapport avec les mutants. Okay. De ce que je me souviens, le trade principal était quand même très bien complet. Puis de la façon que c'était fait, jadis, si vous lisiez par exemple Fantastic Four et Spider-Man, ça rajoutait certaines perspectives, mais on n'était pas vraiment dans... C'était pas nécessaire. Même étrangement, Captain America et Iron Man, durant cette période-là, les titres étaient pas super intéressants. Je me souviens que j'avais lu Captain America. C'était Ed Brubaker, je pense, qui l'écrivait à l'époque, puis c'était
correct et sans plus. OK. Mais sûrement qu'il y a d'autres numéros qui sont super captivants aussi. Moi, j'avais bien aimé cette période-là parce que, justement, de tout lire puis de voir des scènes dans une BD se répéter dans un autre. Oui, on fait t'as ça. la perspective de un puis tout. Puis c'était vraiment... c'était le fun à lire si tu le lisais comme dans le bon ordre. Oui. C'était un bon moment de comic book. Donc, Tu sais, il faut dire, j'avais même aimé une affaire, je pense que c'était Frontline. c'était bon, Civil Frontline. War Frontline avec le personnage principal, c'était Ben Ulrich. Oui, le journaliste Ben Urich. Ouais, puis c'était comme bon. Là. Mais ça, c'est, tu sais, comme ça changeait, dis-je, le point de vue par rapport à ce qu'on est habitué de. Parce que tous les autres titres, c'est genre, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, le Punisher, puis il vit sa petite aventure de son bord, tu sais. Des fois, c'est pas pertinent, mais ça, comme Frontline, il amenait ça vraiment dans l'action, mais d'un point de vue des citoyens. Civil. Exactement. Ouais. Puis je me souviens que la conclusion... C'est drôle, je pensais à ça justement hier quand je lisais la nouvelle, puis je me souviens que la conclusion de Frontline de Civil War est quand même assez intéressante. Il accusait d'une certaine manière Tony Stark d'avoir déclenché un petit peu tout ça pour générer du profit, parce qu'on rappelle qu'il met à profit justement Stark Industries au service de du Registration Superman Act. Donc, il profite quelque part de tout ce qui se passe. Fait que, puis, il n'y avait pas... Tony Stark, dans le numéro, n'avait pas vraiment de contre-argument. C'est vrai qu'il profitait de cet événement-là. C'était une bonne série. Ouais, je me souviens bien. C'est ça, moi, j'ai rien d'autre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Simon ou Laurent? Je veux juste plugger quelque chose, mon obsession présentement, puis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui... je sais pas, que peut-être que ça peut leur sonner une cloche, ou peut-être ça peut m'aider à trouver. OK. Je suis présentement, j'écoute beaucoup de films. C'est une série de films qui a été faite au Canada, tourne à Montréal, qui s'appelle Shades of Love, ou en français c'était L'arc-en-ciel des amours. Et c'est des espèces d'histoires un peu à la roman Harlequin. Qui ont tous été tournés à Montréal, mais avec comme des acteurs anglophones. Mm-hmm. Puis c'était des VHS qui se vendaient comme dans les épiceries, puis les pharmacies, puis tout ça. OK, ce genre-là. Dans quelle année à peu près? Genre 87-88. Mm-hmm. Puis il y en a 16 en tout. Là, je n'ai comme une dizaine, mais je n'ai 3 en VHS. Et si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui en ont, qui veulent s'en débarrasser... Tu veux voir le lot? Oui, ça m'intéresse. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que les versions françaises, c'est toutes les voix qu'on connaît. Fait que c'est Alain Zouvi, Yves Corbeil, Elisabeth Choualizé. Fait que c'est vraiment moi, j'ai du fun à écouter ça parce que c'est des histoires vraiment d'amour de base, là. Mais des fois, il y a comme des éléments un peu tout croche. Mais aussi le fait que ça se passe à Montréal, c'est tourné à Montréal. Il y a quelque chose de réconfortant à écouter ça. Puis c'est vraiment tu sais, ça pourrait être une espèce de Hallmark Channel de l'époque, mais c'est comme un peu plus cheap, mais comment je pourrais dire? Non, parce que Hallmark Channel, c'est crissement cheap. C'est cheap, mais ils ont un certain budget. C'est ça, mais là, c'est que tu sens que c'est un petit film, mais il arrive des choses de fun, puis en tout cas... T'es là-dedans, c'est ça, je voulais juste en parler parce qu'il y a personne qui a de l'information là-dessus, à part ce que j'ai dit, je pense. Fait que c'est ça. The Shades of Love. Il y en a plusieurs et ça met souvent en vedette. Le gars, c'est tout le temps un genre de beau gosse qui a joué dans des soaps américains. Ou, tu sais, le gars dans V, là. Ouais. Qui ressemble à mon beau-père. Je pourrais pas dire. Oui, lui. Oui, c'est un gars-là. qui a la voix d'Yves Corbeil dans un, puis t'as un gars qui était dans Dynasty. C'est quand on a fait Yves Corbeil, c'est fou. Ouais. Puis des fois, t'as des petits acteurs québécois que t'as déjà vus qui sont là. Fait que peut-on plugger? On a-tu parlé il y a 2 semaines que t'as été mentionné dans une émission de Radio-Can? On l'a-tu dit, ça? Que Vincent Bolduc a dit... Ouais, mais il a quoté une stories que j'ai fait. Ouais, parce que c'est un de tes membres. Pour vrai, c'est pas une joke qu'on est en train de faire. Là. C'est un de tes membres de ton Patreon à toi. Exact, ouais. Puis il trippe vraiment, je pense, sur ce que tu fais. Puis il t'a quoté, genre, dans le ouais, parce qu'il faisait une critique du film Rafale. Oui. Le film de André Melançon...
il parlait de films de Ça se Noël, passe dans une station de radio, je pense. Ouais, c'est ça. C'est une prise d'otage. Ouais. Puis moi, je pense que j'avais écrit comme... c'est pas Noël tant que Marcel Leboeuf a pas enlevé sa fausse moustache en braillant dans un diner, puis c'est une scène dans le film. Fait qu'il m'a quoté là-dessus. C'est donc bien hot. Ouais. Et voilà. Wow. On va loin. Bravo. Toi, Laurent, il te restait quoi? Juste plugger une petite lecture que j'ai faite d'une bande dessinée qui est parue l'automne passé chez Drawn & Quarterly, un tout petit livre, là, format poche, c'est des strips de 4 cases en général. Ça s'appelle Real Politic, mais pas la vraie politique, mais la politique de la bobine. Donc R-E-E-L. R-E-E-L. Puis en gros, c'est comme, tu sais, j'ai l'impression que c'est un gars qui s'est mis à faire un strip une fois par jour comme ça. Tu sais, le genre d'affaire que tu sens un peu l'improvisation, mais c'est comme une gang qui sont... ils font la révolution, mais dans une salle de cinéma qu'ils prennent en otage, puis qui décident c'est vraiment des jokes très nichés de cinéma et de lutte des classes, maintenant. OK. J'ai vraiment aimé ça. Ça se prend pas au sérieux vraiment, mais c'est juste comme vraiment des cinéphiles super snobs qui décident qu'ils font la révolution à coups de films trop plate pour la masse puis qui essayent d'éduquer le monde comme ça. Je me suis dit, ceci est quand même vraiment dans ma niche tout à fait la collision, le chart pie, je suis dans le milieu des deux affaires. Là. Puis j'ai eu bien du fun. Fait que c'est un petit livre pas prétentieux. Je pense qu'il en fait encore sur Instagram là, aussi, si vous voulez juste suivre l'artiste. Il s'appelle Nathan Gelgud, G-E-L-G-U-D. Puis c'est ça, Real Politic, bien de fun. Excellent. Moi, un dernier truc avant de prendre la pause, je le plug en fait parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs des Mystérieux Étonnants qui trippent énormément sur cet auteur-là. C'est un auteur dont les auditeurs parlent beaucoup dans le Discord des Mystérieux Étonnants. On a un segment un channel qui s'appelle Livres, Romans. Et c'est Brandon Sanderson qui écrit entre autres la fantasy. Cet gars-là, il est énormément prolifique. Il a vendu au total plus de 50 millions de livres à travers le monde. Je pense qu'au Québec, en français, c'est peut-être moins connu qu'un King, par exemple, mais du côté anglophone, ça marche beaucoup. Et donc, les droits ont été acquis pour 2 de ses grandes œuvres, Mistborn et The Stormlight Archive, par Apple TV. Donc, les 2 vont être adaptés au petit et grand écran. Ces 2 titres-là, je m'excuse si là, il y a des gros fans de Sanderson, là, font partie de ce qu'on appelle le universe, le cosmère, donc c'est un univers consensuel, de ce que j'en comprends. Et donc, selon THR, Mistborn va être adapté en film, au pluriel, et Stormlight en télésérie. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Brandon Sanderson est très protecteur des propriétés intellectuelles sur lesquelles il travaille. Et il est full impliqué dans les 2 projets. Et il semble avoir, selon THR, encore une fois, beaucoup de contrôle créatif sur ce qu'il en est. Il va être architecte, producteur, scénariste aussi. Il va avoir les mains dedans, en espérant que ça puisse rassurer les gens qui sont fans de lui et qui ont peur que ça devienne des adaptations plutôt fades. Il sera impliqué de bout à bout. Et c'est souvent des livres qui sont suggérés dans le channel, livres sur le Discord des Mystérieux. Ça revient énormément. Donc, éventuellement, je vais m'y plonger, mais c'est le genre de gars que récemment, dans les dernières années, il a lancé des campagnes Kickstarter pour produire des livres qu'il avait écrits en cachette. Il en avait écrit 4. Le gars, il arrête pas. Là. Si vous trouvez ce qu'il fait là, en librairie, là, c'est des énormes romans. Mais il paraît que c'est très bon. Donc, voilà, pour Brandon Sanderson. On prend une petite pause juste avant. Je vous rappelle que les Mystérieux Étonnants ont un Patreon si vous voulez nous encourager, faire en sorte que les Mystérieux Étonnants puissent continuer à exister, à faire des shows depuis maintenant plus de 20 ans, parce que en janvier, ça fait plus maintenant de 20 ans qu'on fait le show. Voilà. On a un lien dans le descriptif de l'épisode. Patreon, c'est une plateforme qui nous permet d'amasser des fonds en échange de votre contribution. Vous avez accès à des goodies, dont le Discord que je viens de mentionner. Quand vous vous inscrivez au Patreon, vous pouvez m'écrire directement à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer un lien vers cette plateforme géniale. C'est un serveur, c'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Les gens partagent des articles. Hier, on a écouté le Royal Rumble ensemble, de la WWE. Et en février, je suis désolé de vous apprendre que le retour du mois des films français. Donc, notre auditeur Blaise a fait une sélection de films français parce que c'est le mois le plus court, donc on se le permet, sinon ça fait mal. Mais pour vrai, c'est vraiment, vraiment le fun. Je pense qu'il y a une belle sélection cette année. Donner, écoute, il a révélé le film qui va jouer ce mercredi. Là. Je ne l'ai pas de mémoire comme ça dans ma tête. Là. Est-ce que c'est
Deux enfoirés à Saint-Tropez. Non, ça s'appelle La Grande Vadrouille avec Louise Funès et Bourvil. Donc, c'est un classique. C'est un classique, ça a l'air. Mais il fait de tout, là, des films un peu plus pic-pic au classique. On avait déjà écouté Playtime aussi. Là, donc, c'est une bonne sélection. Sinon, aussi, vous avez accès à travers le Patreon à Bifurcation, qui est un podcast que je fais avec mes amis Rémi Fréchette et Antoine Pontbriand. Et là, il y a notre ami Guillaume Saint-Cyr qui s'est joint à nous pour le début d'un cycle qu'on consacre à David Bowie au cinéma. On a enregistré 3 épisodes de Man Who Fell to Earth, The Hunger et The Labyrinth, ou Labyrinth. Donc, on a gros stock. Oui, gros stock. Oui, parce qu'on parle ici de la... Wing wing, hein, de la bulge à Bowie dans The Labyrinth. C'est de ça que je voulais parler. Exact. Mais c'est 3 gros films complètement différents. différents. David Bowie à Saint-Tropez. Elle a son spin-off. Hein. C'est un peu comme Har and Shaw. Mais avec la bulge de David Bowie. Donc, les épisodes sont déjà montés. Vous allez en avoir un ce vendredi, le vendredi prochain et l'autre suivant. Donc, vous allez avoir du contenu pour au moins ce mois-ci. Puis c'est ça. On est disponible partout. Apple Podcast, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants. Donc, le catalogue au complet est sur notre site internet mystérieuxétonnants.com. On est aussi sur les plateformes de bullshit, là, donc Facebook, Instagram et autres, mais ben franchement... X. Ouais, non, j'alimente plus X depuis belle lurette. Mais bon, ben franchement, c'est surtout sur Discord que j'anime et que j'interagis avec la communauté. On revient dans quelques instants pour vous autres, ça va être immédiatement avec Absolute Batman, volume 1 de Zoo. Batman! Batman! Vous écoutez les Mystérieux Étonnants? Ouais, Batman. J'avais pas fait le lien. On va parler maintenant de Absolute Batman Volume 1 de Zoo, écrit par Scott Snyder, dessiné par Nick Dragotta. Pour un peu rétablir les faits, si vous êtes un peu confus, parce que même je pense que Simon, t'étais pas là quand on en a parlé, mais on a déjà parlé des Absolutes à l'émission. À l'épisode, je retrouve ma note, 873. On avait parlé des 3 premiers singles, donc Wonder Woman, Batman et Superman, qui était ce qui lançait en fait un nouvel univers, une nouvelle ligne éditoriale du côté de DC Comics, qui était des Absolutes. Donc une réinterprétation plus sombre des personnages que l'on connaît. Et là, depuis, le catalogue a un peu plus évolué. Et c'est dans son propre univers. Un peu ce que pour Marvel, il y a le Ultimate Universe. On a aussi ce qui existe du côté DC, qui est le Absolute Universe. Donc, Batman étant un des premiers et un des numéros qui a le plus vendu l'année passée, en 2025. Donc, je vais résumer rapidement les faits. On vous rappelle qu'on spoil en dernière partie d'émission. On est aux origines de ce nouveau Bruce Wayne qui n'est pas le fils de milliardaire. Il vient plutôt de la classe moyenne, il est ouvrier. Il est excessivement intelligent. Il a même étudié en ingénierie, mais ses parents n'ont pas les moyens que Bruce mais que les Wayne ont dans l'univers consensuel de DC Comics. Et il est plongé dans un Gotham excessivement violent, ravagé par une gang qui s'appelle les Party Animals, qui sont à la tête du Black Mask. Donc les Party Animals ne semblent pas avoir tant d'objectifs qu'à faire complètement le chaos. Ils portent des masques comme de chimpanzés noirs carbonisés à travers desquels ils ont des informations, des instructions pour complètement tout péter dans la ville de Gotham. Et c'est un peu le Batman Year One version absolute où c'est un jeune Bruce Wayne excessivement massif, grand, avec peu de moyens monétaires, mais qui est hyper violent. Puis on se rajoute Alfred là-dedans, qui semble être un agent d'une quelconque organisation british ou d'espion, c'est pas vraiment mentionné, qui est envoyé à Gotham pour investiguer qui est derrière les Party Animals, parce que ça pourrait l'amener à une cible qu'il recherche depuis longtemps, qu'on comprend qui est le Joker de cet univers-là, Ultimate, qu'on a vu brièvement dans le premier numéro, mais qui est pas en partie là, en ce moment. Et les meilleurs amis de Bruce Wayne dans cet univers sont les alter-ego des vilains qu'il combat dans l'univers consensuel de DC Comics. Donc, The Croc est là, Harvey Dent est là. C'est le Knocker. Le Sphinx. Tout le monde est là, mais c'est ses amis. Donc, ils ont vécu dans un quartier populaire, ils l'ont eu à la dure, mais ils sont encore amis aujourd'hui, alors qu'ils sont adultes. Donc, c'est ça, c'est essentiellement ça. C'est un petit 5 numéros pour le premier volume. On va faire le tour de table, savoir si vous avez apprécié ça, puis après, on va aller plus dans le détail. Commençons par toi, Simon. Est-ce que tu as aimé Absolute Batman Volume 1 de Zoo? Oui, j'ai bien aimé ça. Et je pense que...
On va garder ça court. Ouais. J'ai aimé ça. T'as aimé ça. Voilà. Laurent? J'ai trouvé ça étonnamment efficace. Étonnamment parce que t'es pas un fan de DC ou parce que... Parce que je suis pas un fan de DC ni de Batman, mais là, je suis comme... high praise de la part de Laurent. Ça marche. J'étais hooked, faut le dire. Très bien. C'est Moi, ça. j'ai aimé ça aussi. J'ai bien aimé. Je suis agréablement surpris parce que l'exercice n'est pas juste de remplacer, de faire une nouvelle couche de peinture puis de nouvelle origine pour de nouvelle origine. Je pense qu'ils ont vraiment essayé de brasser les cartes. Et c'est pas juste être plus sombre pour être plus sombre, quoique ce l'est. C'est plus sombre, c'est plus dark. Il y a de la violence en maudit. C'est vraiment violent. C'est très violent. Il y a beau pas tuer le monde. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas gratuit. Je sens que cette violence-là, elle est comme justifiée dans le traitement de l'histoire. Ouais. Ça a l'air un cauchemar habité à Gotham. Christy, tout le temps, là, mais là, encore. On n'a pas parlé des propriétaires encore. Là, c'est juste les truands. Fait que j'ai full aimé ça. J'ai bien aimé ça. Si je peux me lancer pour aller plus en détail, j'ai aimé qu'on apprenne, je vous rappelle qu'on spoil, qu'il y a un des deux parents de Bruce Wayne qui est décédé, qui est son père, qui était pas dans cette réalité-là un chirurgien, mais bien un professeur d'école, qui a été abattu par le même qui a abattu les parents dans l'univers de DC Comics, Joe Chill, je pense qu'il s'appelle. Durant une tuerie dans un zoo. Ouais. Et les événements de cette visite-là dans un zoo où Bruce Wayne a été pris avec les chauves-souris l'ont traumatisé et puis éventuellement l'a amené à devenir le Batman qu'on connaît. C'est un Batman qui n'a pas de ressources monétaires, mais qui est décidément efficace, intelligent. Il crée une espèce de bat. Et là, il y a une raison pour avoir la cape. Une cape qui peut donner des formes, qui peut utiliser comme un deltaplane. Il y a une idée derrière, qui peut utiliser comme une arbre. Puis il y a le fameux logo que tout le monde riait au début qui peut transformer en hache. Là. Qui a l'air très peu d'une chauve-souris. Là. Très peu de faut avoir la chauve-souris lousse. Maintenant. Exact. Fait que non, j'ai full aimé ça dès le moment où on est introduit à ce nouveau Gotham, où tu as une moto qui traverse les rues de la ville. Puis tu as une narration, on pense que c'est Bruce Wayne, mais finalement c'est Alfred qui est envoyé pour une mission. Puis le chemin d'Alfred va croiser celui de Bruce Wayne éventuellement. Donc il y a quelque chose de vraiment actuel, je pense différent que j'aime beaucoup. C'est ça, je pense, la force, c'est que là, on n'a pas le goût de voir un millionnaire péter des gueules. Non. Là, on a le goût que ça soit... quelqu'un de normal. Ouais, exact. Fait que ça fait comme du bien. On dirait que la BD est arrivée au bon moment. Puis je pense que c'est ça, cette twist-là fait que cette série-là est pas mal meilleure que n'importe quelle autre version de Batman. Il y a eu Earth One, il y a eu... écoute, il y en a eu tellement, là, mais je veux dire, là, c'est vraiment, tu joues avec le corps du personnage, puis tu le changes, ça fait du bien. Ouais. Ça, étonnamment, un personnage qui est là depuis plus de 80 ans, mais qui file dans cette série-là quand même actuel, puis du nouveau. Puis juste rajouter ce que tu as dit, tu parlais de Batman Earth One. Je pense que la volonté de Batman Earth One, c'est de rendre le personnage, réaliste, plus terre à terre. Là, on vous parle d'un Bruce Wayne qui n'a pas de moyens, mais inquiétez-vous pas, il y a une logique très comic bookienne dans cette série-là. Ça se veut pas comme concret, un peu à la manière de Christopher Nolan. C'est pas là qu'on est du tout. Non, moi, j'ai plus pensé à John Wick. Je pensais à John Wick aussi. Mais surtout, en fait, le fait que le casse des méchants, mettons, une monnaie, il en drop partout sur la ville, puis s'il y a vraiment quelque chose de John Wick, dans le sens que tout le monde devient un criminel, puis que le casse, en gros, te permet de voir des contrats de larcin. Ils sont comme, si tu vas de cette place-là, tu vas avoir tant. Si comme Grand Theft Auto, un peu. Ouais, c'est ça. Ça te donne des missions, ça devient un jeu vidéo. Ça vient de Purge aussi. Ouais, ça fait très de Purge. C'est vrai. Puis ça fait aussi que tu n'as pas de contrôle sur cette gang-là. Ça peut être n'importe qui, en fait. Ben, c'est ça. C'est pas une gang organisée. C'est ça. C'est comme des chauffeurs Uber du crime. Oui, c'est littéralement ça, qui sont payés en Bitcoin. Puis en... Il y a aussi quelque chose qui est le fun, c'est que je pense que ça prend peut-être 2 numéros avant qu'il dit à quelqu'un qui est Batman. Premièrement, Alfred le cache tout de suite, c'est qui, Bruce Wayne et tout. Mais sa gang d'amis qui ont tout un peu comme pas des intérêts, mais des pions, ou plutôt ils ont
leur métier fait qu'ils sont à des endroits qui peuvent aider ce Batman. Exactement. Parce que t'en as un qui pilote, fait que il peut le dropper à quelque part. T'as Harvey Dent qui a des plugs dans le système de justice. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, là, ça devient comme, OK, il y a son crew qui peut l'aider, mais tu sais, au début, il le dit pas, mais évidemment, quand il le dit, tu sais, c'est pas comme choquant que Batman dévoile son identité. Ça marche dans ce contexte-là. Ça fait une trentaine d'années minimum. 24 ans qu'ils connaissent. Parce qu'il y a 24 ans dans cette série-là. Il y a 24 ans, puis ils se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes. Moi, je l'avais pas lu comme quoi il disait ouvertement, mais je pense que les amis il comprennent. Et c'est ça, il le dit à Croc. Mais après, comme la scène d'après, il est dans un avion avec l'autre, je me souviens pas c'est lequel, mais Oz ou en tout cas. Puis, fait que là, tu catches, OK, ça veut dire qu'il le dit à du monde, puis là, à un moment donné, il en revoit d'autres. En tout cas, ouais, c'est ça. Ça me fait demander si ces personnages-là vont devenir éventuellement... font faire partie de son Rogue Gallery. Ouais, c'est ça. Je me demandais s'il allait tourner éventuellement. Sûrement qu'il y en a un ou deux qui ça va arriver. Oui. Selena est là aussi. Là. Ouais. On l'a pas encore vue en version adulte, mais elle était une amie d'enfance de Bruce Wayne. Non, ça m'a surpris à quel point il y a quand même de la violence. Il y a un personnage qui se fait couper la main avec une hache. La séquence où les Party Animals attaquent une réunion de la public de la ville de Gotham, puis dans cet univers-là, c'est Jim Gordon est pas le commissaire de la police, mais est le maire de Gotham. Ça filait comme une scène de grand déploiement comme dans un film. Puis Chris qui en pète des gueules. Je t'avouerais que Batman, quand il pète des gueules dans cette série-là, c'est très satisfaisant. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui le prend de dos, puis il va juste activer des pics sur son suit et le gars reste pogné directement sur lui. Mais il tue pas. Pour l'instant, il tue pas. Mais il est magane en tabarnak. Il est magane en sacrement. Ouais, c'est ça. Quand même. Ouais. Moi, j'ai beaucoup apprécié son sens du spectacle. Tu sais, comme il y a un moment donné où il s'enfuit d'un building en le faisant exploser, mais ça explose en faisant un masque de Batman. Avec genre, tu sais, il reste debout à la place de ses oreilles, puis 2 mini-explosions pour faire des yeux. Genre, puis j'ai comme là, t'exagères. C'est comme quand Alfred check tous les endroits où il y a un safe house. Ouais, puis là, ça fait sur une map. Oui, ça fait la chauve-souris. La chauve-souris. Il était comme non, mais tu niaises, il est trop committed. Je suis comme, même juste, c'est son bat-signal qui est en fait une pile de cash. Des piles de cash qu'il a mis sur un hostie de gros faisceau lumineux. Genre, en tout cas, je suis comme, ouais, OK, il y a comme une grandiloquence spectaculaire. Ouais, mais ça fait partie du c'est quoi qu'on dit, le theatrical, sa mise en scène, puis il veut créer une légende autour de lui. Il y a un numéro où il traite de Bat Truck, là. Oui, qui est en fait un gros camion de ciment où transporter et ça, cette affaire-là, ça a l'air à ramasser des affaires. Non, il y a de quoi, il y a vraiment un potentiel. Je m'attendais pas à quel point ça soit frais et différent. Puis c'est ultra dynamique aussi. On va se dire, j'ai bingé les 5 numéros, là, genre, comme, super vite. Je suis comme, comme ça se tourne seul. Là, j'avais vraiment le goût de continuer. Là, puis moi aussi, je me suis dit, genre, je vais arriver au show, je vais avoir d'autres informations. C'est ça. C'est un peu le danger. Je vais attendre. Sur l'application DC Universe qui est disponible de lecture sur les différents appareils, là, iOS entre autres, mais je pense qu'ils sont aussi sur Android, il y a 6 numéros qui sont disponibles avec l'abonnement de base. Mais clairement, cette série-là va se poursuivre. Je pense pas que ça a été un des plus grands vendeurs de l'année passée. Et les personnages du DC Ultimate, donc lui, Batman, Superman et Wonder Woman, sont retrouvés dans l'espèce de crossover DC KO, là, où est-ce qu'ils s'affrontent dans un genre d'arène. Là. Ah ouais. Ils font partie des compétiteurs là, qui font partie de cette affaire-là. Je sais pas, le seul truc que j'ai moins aimé, c'est quand même l'artiste change pour une histoire qui semble plus être un fill-in, le numéro 4. Okay. Puis je savais pas où j'étais au niveau de la temporalité. Parce que le 3 finit sur une espèce de cliffhanger où Alfred propose une manière que Batman pourrait obtenir énormément de ressources, donc devenir le millionnaire que Bruce Wayne est probablement dans l'univers consensuel de DC, puis d'acheter un peu la paix temporairement avec le Blast Mask, lui laisser faire ce qu'il a à faire, puis lui il obtient de l'argent
Après, ils s'en vont, puis tout le monde est gagnant là-dedans. Ouais. Bien sûr, Batman finit par accepter, mais c'est que là-dessus que le numéro 3 finit. Puis le 4, c'est comme une histoire qui pourrait être un petit peu avant. Le dessin, c'est clairement un artiste qui est pas le même, là, qui signe le dessin. Je trouvais que c'était vraiment bizarre, un peu l'histoire. Je savais pas où on était. Puis là, le 5, on est dans la suite du numéro 3 directement. Fait que le 4, je le trouve faible comparativement aux autres. Le 4 aurait pu être après. Après, oui, c'est ça. Mais je pense qu'il est là pour expliquer son costume, en fait. Parce qu'on a un flashback de lui qui fait un pont pour une espèce de science fair. Puis Fait les kids, là. puis il se base sur les chauves-souris ou le mouvement des ailes ou je sais pas trop pour faire le pont. Puis je pense que là, tu le vois avec son costume maintenant. Fait que c'est ça, mais ça aurait pu quand même être. Qui vient quand même expliquer ses motivations un peu, j'ai l'impression. Comme guidé par son père, puis que le but, ça soit vraiment d'aider les gens, mettons, qui vient expliquer ça, puis qui est comme, oui, je fais un truc qui flash, mais ce qui est important, c'est d'aider les gens, mais aussi de ne pas les faire se sentir prisonniers. Je pense que c'est ça la leçon qu'on retire du numéro, finalement. Là. C'est comme leur donner la façon d'être autonome, mettons. Ouais. Comme de l'aide, mais pas angoissante. En tout cas, ça fait du sens dans le numéro. Mais... Je spécifie aussi que le fameux modèle de pont miniature qu'il fait, c'est probablement ce qu'il utilise comme pour sa cape. Ouais, c'est un genre d'origami. C'est super difficile à expliquer. Je pense que la BD reste floue parce que ça n'existe pas, en fait. Non, mais c'est ça qu'il utilise comme arme, en fait. Sa cape a une utilité. La façon que je le voyais, j'avais lu quelqu'un sur Internet qui décrivait comme un peu un Venom, la façon que ça se déplace. Là. Okay. Mais il peut faire tout avec. Il peut s'attaquer. Il peut attaquer les gens, se fixer au plafond, il peut l'utiliser comme arme. C'est vraiment bien fait. C'est juste que je pense que c'est plus le dessinateur. Le dessin n'aidait pas, mais c'est le fait que je savais pas où on était dans la ligne du temps. Je me demandais si ça se passait après le 4 ou on était en genre de prequel. Je l'ai vu comme un prequel à la série. Puis le dessin, lui, comme tel, était plutôt faible. Il y a un moment où une femme se fait pitcher en bas d'un building. Puis on comprend qu'elle rattrape, mais les deux autres personnes qui sont avec elle ne réagissent pas. La façon que c'est découpé, c'est vraiment bizarre. J'avais pas full trippé sur le dessin. Okay. En plus, on a déjà parlé de ça là, pour d'autres affaires, mais un dessinateur fill-in il y a une tâche au numéro 4 d'une série, là, au pire, c'est comme retardé d'un mois. Je sais pas, je suis comme... C'est trop tôt, là. Je comprends que c'est tough de faire un numéro par mois, mettons, mais genre, piler d'avance avant de sortir vos affaires. Je comprends. Puis, il y a un annual qui est sorti, dessiné par Daniel Warren Johnson, qui signe aussi, je crois, le scénario. Un numéro dans lequel il tapoche des agents qui font beaucoup penser à des membres de ICE. C'est ça. Ah bon. J'ai bien hâte de lire ça. Il paraît que c'est très satisfaisant. Quelque chose à rajouter avant de se laisser, messieurs? Non. Non. On est resté assez vague. Je pense qu'il y a encore beaucoup de matière à... je pense que l'univers Absolute semble être bien. Il est bien reçu en général. Je sais plus combien. Il y en a tellement. Ils ont mis Flash, Martian Manhunter, comme disait Martin tantôt dans le message vocal. Wonder Woman. Green Lantern. Green Lantern est là maintenant aussi. Puis je pense qu'il y a eu un numéro aussi sur les vilains aussi. Injustice quelque chose. Ouais, quelque chose. Mais... ça fait beaucoup de lecture, mais en même temps, c'est le fun que de voir les personnages qu'on connaît d'une autre façon. Yes. Je sais pas pour les autres titres comment ils jouent avec ça, mais pour celui-là, bravo. Moi, Wonder Woman, j'en ai absolument rien à cirer et j'avais beaucoup aimé le premier numéro. Puis j'ai pas lu les trades parce qu'on avait lu seulement les singles dans le temps. Mais même Superman, je voyais le potentiel là-dedans. Là. Si quelqu'un est en train de rentrer chez nous, on dirait que la porte s'est ouverte. On ira visuellement, je te dirais non, mais c'est vrai que ça sonnait de même. Ça sonnait comme ça, hein? OK. S'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, vous saurez pourquoi. Fait qu'on le conseille. Ouais. Parfait. Oui, même moi. Même Laurent, écoutez. Moi aussi, je le conseille fortement. Donc, allez jeter un coup d'œil à Batman, Absolute Batman, volume 1 de Zoo.
Y a-tu des petites annonces que j'ai à faire? La semaine prochaine, je vous le répète, on a cette fois-ci, là, c'est la nouvelle formule des Mystérieux Étonnants, une entrevue. Et cette fois-ci, c'est avec une personne que vous connaissez, Rémi Fréchette, qui fait Bifurcation avec moi. Tiens donc. Oui, et Charles-Antoine Desgranges, qui est un humoriste. Les deux viennent de sortir un podcast chez Radio-Canada qui s'appelle Mythe ou Mystère. Donc, on parle de leur podcast, du processus créatif, puis on va un petit peu dans toutes les directions. C'est vraiment le fun. Ça a déjà été enregistré. Ça va être disponible la semaine prochaine. Et je vous rappelle, si vous avez des suggestions de sujets, vous pouvez laisser un message vocal. Le lien est dans le descriptif. Vous pouvez envoyer un courriel à ben@mystérieuxétonnants.com. Si vous avez des épisodes de la série... Shades of Love. Écrivez-nous. L'arc-en-ciel des amours. Et voilà, on va passer ça à Simon. Puis si vous pouvez donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, ça sera énormément apprécié. Faites attention à vous autres, on se voit la semaine prochaine. Ciao! Bye.